toute précision apportée au projet initial. Parmi ces précisions, donc au-delà par exemple, de la souscription demandée aux membres du conseil, qui souhaitent être reconnus comme membres fondateurs, sont ajoutés deux autres statuts également de donateurs, donc celui du souscripteur annuel pour un montant minimum de 20 francs et celui également du bienfaiteur qui effectue des versements facultatifs de toute somme un peu quand il veut. Également, l'école est dirigée donc, par cette commission de l'école qui est composée donc, à la fois de membres du conseil d'administration, mais également on demande à ce qu'il y ait deux membres du conseil de perfectionnement des arts et métiers. Comme l'école à l'origine se trouve, ses locaux se trouvent au Conservatoire des arts et métiers, du coup, les arts et métiers demandent aussi également à faire partie un peu du contrôle de cette école. Et également, les élèves donc, sont tenus de verser une cotisation de 3 francs par mois pour pouvoir assister aux cours. Cette cotisation, qui est jugée assez chère d'ailleurs, va tomber très rapidement à 2 francs en 1873. Donc voilà. Maintenant, au niveau des programmes de cette école. Donc, dans le règlement, les articles de 25 à 40 exposent à la fois donc, le programme des cours, mais aussi les concours qui sont mis en place pour maintenir une certaine émulation entre les élèves, motivés donc, par des remises de récompenses lors de cérémonies annuelles et officielles qui se tiennent à chaque fois à la fin de l'année. L'enseignement donc à l'école de dessin et de modelage de la bijouterie-joaillerie est réparti sur 3 années. Il s'agit donc de 3 classes composées chacune de deux divisions d'élèves. Donc chacune des 3 classes est divisée en 2, donc une division élémentaire et une division supérieure, comme je l'ai dit d'ailleurs précédemment, dont le niveau du coup croît d'une année sur l'autre, au même titre que la nature des leçons change. Donc la première classe, qui est dite classe élémentaire, c'est une première année et dédiée en fait à l'apprentissage des rudiments du dessin par la copie de modèles simples, également à l'appréhension, elle est dédiée également à l'appréhension du dessin linéaire, qui est donc un peu le dessin technique. Et quand l'élève est jugé capable par le professeur, il passe au second niveau, dans la deuxième classe. La deuxième classe, c'est une classe de dessin d'imitation. Les élèves ont déjà donc des notions claires de dessin. Ils sont maintenant amenés à reproduire des fragments ou des motifs d'ornement, puis dessiner d'après des modèles d'ensemble. Il est précisé dans le règlement qu'une soirée d'ailleurs par semaine dans ce niveau devait être dédiée à l'apprentissage des principes de la géométrie, en plus de ça. Une fois qu'on passe ce deuxième niveau, qu'on est jugé capable, de la même façon, on rentre dans le troisième niveau, qui est la classe de modelage. Donc, les semaines de cours sont organisées en alternance, c'est-à-dire qu'une semaine est consacrée au dessin, quand la suivante est consacrée au modelage. Au même titre, d'ailleurs, que la soirée dédiée au principe de géométrie en deuxième année, là, en troisième année, une soirée est consacrée à l'étude du lavis et du dessin à la plume. Donc, on explore aussi diverses techniques en troisième année qui montrent aussi une certaine maîtrise forcément des élèves. Donc, ce qui est intéressant, enfin un document assez intéressant que j'ai trouvé, que j'ai consulté, permet, donc en fait c'est une étude sur l'enseignement technique réalisée à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, donc on est quand même une trentaine d'années après la création de l'école, mais permet d'avoir de plus amples détails sur les cours délivrés et du coup de mieux comprendre comment s'organisent également les différentes années. Donc, on s'aperçoit dans ces détails d'enseignement en 1900 qu'en première et deuxième année, les élèves suivent un ensemble de cours répartis donc, en 2 entités distinctes. D'un côté, donc, un enseignement élémentaire du dessin linéaire, de la géométrie et des notions d'architecture. Donc, 4 heures par semaine sont dédiées à cela. De l'autre, vous avez la composition linéaire, l'histoire des styles et le dessin d'après la bosse. Donc ça, pour cela, ils ont 6 heures de cours dans ce domaine. Donc, si on considère ce programme dans une approche, si on prend un peu de recul un peu sur ce programme, on s'aperçoit que celui-ci est du coup circonscrit autour de 2 approches opposées, mais finalement complémentaires, à savoir celle du dessin artistique et du dessin technique.
Donc, une opposition entre dessin linéaire, enfin, opposition et complémentarité entre dessin linéaire et d'ornement qui caractérise un enseignement artistique appliqué à l'industrie au XIXe siècle. Et en troisième année, les élèves en ont fini donc, avec cette partie élémentaire de leur enseignement. Et 2 heures de moins, donc 2 heures leur sont retirées sur leur emploi du temps pour les exercices de dessin d'imitation. Et ils consacrent donc le reste, soit 6 heures, à la composition. C'est-à-dire, les 2 premières années tournent autour de l'imitation, et la troisième année, vous avez cette idée de composition qui intègre aussi la notion du coup de création dans ce concept. Et du coup, par ailleurs, le programme de 1900 nous informe qu'une 4e classe a été créée donc, à la fin du 19e siècle, consacrée, donc comprenant celle-ci un enseignement industriel très large, avec donc de la composition, de la sculpture, du dessin, de l'étude de bosses et de bas-reliefs, de l'application industrielle, de la métallurgie, métallurgie pratique. Vous avez également de la ciselure, de l'émail, la fonderie, et vous avez également de l'enseignement commercial, du droit des inventeurs, qui est quelque chose de très propre au XIXe siècle, bien sûr. Donc, un enseignement qui évolue aussi au fil des années. Donc, pour délivrer cet enseignement, et en quelque sorte pour perpétuer un peu des idées prônées une centaine d'années, on va dire, auparavant par Bachelier lors de la création donc, de l'école gratuite, l'école de dessin et de modelage donc, de la bijouterie, dans le choix de ses professeurs, émet en fait, une volonté aussi de maintenir un lien serré quand même avec le domaine des beaux-arts. Ça, on le remarque en fait avec le choix des professeurs. Donc, à la fondation de l'école en 1869, sont engagés 2 professeurs, un premier, donc un second, comme je vous le disais. Donc, le premier, il s'agit de Félix Fosset. Félix Fosset est un peintre et dessinateur, élève de Méry-Joseph Blondel et de Léon Cogniet à l'École des Beaux-Arts, donc il reçoit, lui, un enseignement tout à fait académique. Il est reçu 2e au Grand Prix de Rome en 1852 et il va devenir professeur de dessin à l'école militaire, notamment de Saint-Cyr, et surtout à l'école aussi, il enseigne en fait dès la création, donc en 1869, jusqu'en 1896, donc pendant très longtemps, à l'école de la bijouterie joaillerie orfèvrerie. Et par ailleurs, il sera d'ailleurs officier de l'Académie des Beaux-Arts en 1878. Donc une personnalité tout à fait proche de ces académies qui enseignent donc dans cette école de la bijouterie. Et le second professeur, il s'agit de Émile François Carlier. Émile François Carlier, à ne pas confondre avec Émile Joseph Carlier, qui est lui-même sculpteur dans les mêmes années à Paris. Il est donc sculpteur de moindre importance, élève de Jean-Jacques Feuchère, régulier des salons, et donc lui, pareil, va être professeur assez longtemps à l'école de la bijouterie sans que j'ai pu avoir beaucoup plus ample information sur lui. Donc ça, c'est les 2 professeurs du début. Mais du coup, le programme que je vous ai montré de 1900, très détaillé, nous indique d'autres noms qui donc illustrent un choix d'un corps professoral capable de délivrer donc, cet enseignement artistique appliqué au domaine de l'industrie. À savoir, vous avez notamment le sculpteur Camille Lefebvre, qui est professeur à l'école à partir de 1894 et qui notamment a réalisé cette plaquette qui est conservée au musée d'Orsay, plaquette donc commandée par la chambre, au nom de la chambre syndicale de la bijouterie joaillerie, qui a été offerte au musée du Luxembourg en 1901. Donc une personnalité assez importante. Vous avez également, on trouve certains noms qu'on peut recroiser ailleurs, notamment le peintre Henri Vollet, donc peintre de genre et de paysage. Vous avez également Arvisonnet, qui est sculpteur. Donc en majorité, on s'aperçoit en fait en regardant les noms et leur profession d'origine aussi, que ce sont des artistes, souvent sculpteurs, dessinateurs, peintres, qui n'ont souvent pas grand-chose à voir à l'origine avec justement le domaine de la bijouterie et qui, en étant engagés par l'école, permettent aussi de faire ce lien entre les beaux-arts et l'industrie.
Au point de vue des modèles travaillés donc, au sein de l'école, les modèles sont soit dessinés, soit en relief. Pour les premiers, donc, pour les modèles dessinés, souvent, ils sont lithographiés. Ce sont généralement des gravures de chefs-d'œuvre de tous les siècles, comme ceux qu'on trouve facilement chez les éditeurs d'estampes à l'époque. Et les dessins en relief, pardon, l'autre partie concernant justement ces modèles dessinés, c'est des modèles en fait qui sont réalisés selon les besoins des cours, qui sont réalisés par les professeurs eux-mêmes et qui sont par la suite, ces dessins composés en interne, sont également édités afin d'être distribués au sein des classes. Et en complément donc, de ces modèles dessinés, vous avez les modèles en volume, tels que donc, on a des plâtres, des ornements, ce qu'on appelle des académies, des fleurs, etc. etc. Et le rapport d'ailleurs initial de l'école précise que ces modèles doivent porter une estampille de l'école, de la chambre, ainsi que les mentions de son genre et de l'époque à laquelle il fait référence pour enrichir donc les connaissances historiques et académiques des élèves. Ces modèles, donc, comme je vous le disais, ils sont collectés soit par don, par achat ou bien composés en interne par les professeurs. Lors de la séance, notamment du 29 avril 1870 de la Chambre syndicale, on apprend qu'un don a été fait à l'école de dessin par la société Christophe et compagnie, d'excellents modèles d'ornements en galvanoplastie choisis par les professeurs, moulés en plâtre par la suite. Et dans une seconde séance du 19 juillet 70, on apprend cette fois-ci le don remarquable, enfin c'est présenté comme ça, le don remarquable fait par Monsieur Boucheron, donc de la maison Boucheron, à savoir une série de modèles d'un nouveau genre dont l'usage doit être excellent pour l'enseignement professionnel, à savoir des couronnes héraldiques, des colliers, des bracelets, des épingles, etc. Le tout en métal ciselé et argenté, traité dans de grandes proportions, commode pour l'étude et chaque objet appliqué sur une planchette en chêne poli. Donc, on a une description assez précise de type de modèle que l'on a. Alors, encore une fois, un aparté. Malheureusement, je ne peux pas vous apporter de modèle à l'écran. Encore une fois, parce que les archives de l'Union française sont déclarées manquantes. Donc, pour l'instant, voilà, je n'ai pas pu avoir accès à ce type de documents. Dans le rapport initial, dans la partie donc, sur les modes d'enseignement, la commission construit un discours sur les modèles étudiés à l'école en s'opposant aussi, et c'est d'ailleurs dit comme ça dans le rapport, en s'opposant aux méthodes des cours de la ville de Paris. En effet, la commission de l'école juge que les modèles étudiés dans les écoles de dessin de la ville de Paris sont trop grands et créent une difficulté lorsque les dessinateurs ouvriers de nos partis veulent produire des réductions. Et c'est pourquoi la commission insiste sur les faits que les modèles de l'école de la bijouterie-joaillerie seront systématiquement, du coup, composés à échelle 1 sur 1 pour que les élèves appréhendent dès leur formation donc les dimensions des objets sur lesquels ils sont amenés à travailler ensuite en atelier. Donc, de même pour le modelage, les modèles de petite dimension seront systématiquement exécutés en cire et non en terre, la terre étant un matériau plus pratique pour les objets de grande dimension, soit pour les objets d'orfèvrerie. Donc voilà, au niveau des modèles, c'est les précisions que nous pouvons avoir pour l'instant. Donc, les cours se déroulent chaque année dans l'école et chaque année, comme il est d'ailleurs de tradition, des concours sont organisés, à la fois des concours durant l'année, mais aussi des concours de fin d'année, pour lesquels d'ailleurs des récompenses sont distribuées lors de cérémonies assez pompeuses, dans lesquelles d'ailleurs sont invités, à chaque fois il s'agit d'inviter un président d'honneur qui souvent est d'ailleurs un membre proche de l'Académie de Mozart qui se rend à ces réunions. Donc on va décortiquer selon les types de concours. Donc tout d'abord, vous avez les concours durant l'année. Les concours durant l'année, vous avez tout d'abord le concours d'émulation. Le concours d'émulation, il est organisé tous les mois et ce concours, il permet de déterminer un ordre d'accès aux places dans les classes. Donc, ce concours d'émulation est tout à fait hérité
de l'enseignement académique qu'on pouvait recevoir à l'Académie de peinture et de sculpture. Donc, ce qui d'ailleurs est intéressant ici dans le lien que ça fait avec cette institution. En continuant pour les concours au milieu, en cours d'année, vous avez également un concours dans la deuxième classe qui est organisé au bout de 6 mois, qui est un concours de dessin d'après la bosse, qui est organisé pour les élèves de ce niveau. Donc, sachant que le dessin d'après la bosse est un enseignement délivré en troisième, enfin dans le troisième niveau. Donc, c'est un petit peu on s'aperçoit du coup que ce type de concours est pour juger la capacité du coup à ces élèves de deuxième année à pouvoir suivre le niveau de la troisième classe. Et en troisième niveau, un concours est organisé au bout de 10 mois de cours. Les élèves sont tenus de proposer une composition dessinée puis modelée. Pour cela, ils ont 1 semaine donc, pour exécuter l'esquisse et le dessin de la composition, puis 3 semaines pour en réaliser le modèle. Il est précisé donc que pour les élèves bijoutiers joailliers, une pièce de bijouterie ou une parure leur sera demandée, contrairement aux élèves orfèvres. Et les 2 premiers du concours seront récompensés par l'ouverture d'un livret de caisse d'épargne avec une valeur donc établie en fonction de leur place. Et le premier, d'ailleurs, bénéficie même d'une gratuité donc, des cours jusqu'à la fin de son apprentissage. Ça, c'est pour les concours qui se passent en milieu d'année. Les concours de fin d'année, depuis la fondation de l'école en 1869, vous avez ce type de concours qui sont organisés. Les récompenses sont remises les premières années dans l'amphithéâtre du Conservatoire des Arts et Métiers, donc, lors d'une cérémonie, comme je vous le disais, présidée par le président de la Chambre syndicale, avec donc un président d'honneur, et donc sont distribuées toutes sortes de récompenses en fonction des niveaux, des places obtenues dans les classements. Et les cérémonies des remises des récompenses sont très importantes d'ailleurs pour la Chambre syndicale, car elles sont reportées systématiquement à la suite des séances du conseil d'administration et figurent dans les recueils des procès-verbaux de la Chambre syndicale qui sont consultables d'ailleurs à l'Union française. Donc pour cela, bien sûr, il y en a un chaque année, donc on peut prendre 1000 exemples, mais je vais m'attarder plutôt sur l'exemple de l'année 1873, la remise des prix de 1873, qui permet aussi d'avoir une très bonne idée de comment étaient organisés du coup les niveaux au sein de l'école. Petite difficulté quand on consulte ce type de concours, c'est que le rapport parle d'une première, deuxième, troisième classe en partant du plus bas en allant jusqu'en haut. Par contre, dans les concours, c'est l'inverse. Quand on parle de la première classe, on parle du niveau le plus élevé. Donc, il faut juste inverser le processus. Donc, le concours de première classe, tout d'abord, est remis le prix pour le concours des 10 mois que les élèves ont réalisé en cours d'année, donc intitulé concours de modelage. Dans les prix, ce qui est assez intéressant, c'est que ici, en exemple, le premier prix, c'est un ouvrage offert par la Société d'encouragement pour la propagation des livres d'art. Le deuxième prix, c'est une médaille d'or d'une valeur de 100 francs offerte par la Chambre syndicale de la coutellerie et des instruments de chirurgie. Donc, on voit aussi l'implication de chambres en fait, syndicales ou de sociétés d'encouragement qui gravitent autour de ces métiers, qui permet aussi de donner à la chambre syndicale de la bijouterie une certaine, j'imagine, place, une certaine légitimité au sein de toutes ces institutions. Ensuite, vous avez le concours de première division. Donc, il y a un concours aussi, comme je l'ai dit, donc chaque niveau est divisé en 2, un niveau élémentaire, un niveau supérieur. Donc, vous avez en concours, vous avez un concours pour le niveau supérieur, un concours pour le niveau inférieur. Donc, le concours de première division pour la classe 3 est un dessin d'après la bosse et dessin de bijoux. Donc, avec un premier prix, encore une fois, avec un ouvrage. Vous avez un deuxième prix avec une médaille d'or d'une valeur de 100 francs, qui est encore une fois délivrée par la Chambre syndicale de la coutellerie. Et intéressant ici, c'est une précision qui nous est apportée en disant que l'élève qui a eu le premier prix
a réalisé un dessin de moins bonne qualité que le second, mais qu'il a été plus assidu durant l'année. Donc, il y a une idée dans cette récompense, une idée aussi de récompenser les élèves qui sont disciplinés, qui respectent aussi leur assiduité et leur venue à l'école. Donc, c'est à considérer dans un tout. Le concours de deuxième division est un dessin d'après la bosse et dessin à la mine de plomb. Et donc, plus on descend dans les niveaux et plus enfin, moins en fait la récompense est élevée pour les élèves. Et puis, vous avez un concours de troisième division, pareil, d'après la bosse et dessin d'imitation. Donc, on apprend dans ce concours, remise de concours de 1873, qu'une troisième division a été créée en fait cette année-là dans le troisième niveau. Donc c'est là-dedans que enfin, c'est là aussi que ce qui est intéressant, le détail aussi de ces concours. Et puis ensuite, vous avez la deuxième classe, donc avec un concours de première division de dessin d'imitation. Vous avez un concours de deuxième division de dessin d'imitation. Donc, on respecte en tout cas les enseignements délivrés pendant l'année. Les prix descendent à chaque fois. Vous avez une médaille d'or de 60 francs, puis une médaille d'or de 50 francs, puis une médaille d'argent. Et puis, vous avez enfin le dernier niveau, donc le plus bas, le dessin élémentaire, où là, du coup, on s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'une seule division. Il n'y a plus de deux divisions comme on l'avait, le rapport le soulignait précédemment. Donc, à partir de 1873, c'est une année aussi un peu qui change un peu par rapport au concours précédent, c'est que également sont organisées des remises de récompenses de mérite pour les ouvriers et les apprentis, donc, qui sont des candidatures qui sont présentées par les patrons respectifs et qui sont sélectionnées ensuite par la Chambre sur enquête. Donc, sur ces ouvriers et sur ces apprentis. Donc, on sent, enfin, dans les débats, on sent bien sûr que cette notion de récompense, de mérite, enfin, c'est vraiment c'est le système vraiment de la carotte. Hein, c'est vraiment essayer par ce type de récompense et de gratification, de pousser encore plus les ouvriers à se donner pour cet effort national qui est demandé par les ateliers et les institutions. Et à partir de 1877, un autre changement assez important sont organisés donc grâce à la généreuse contribution notamment de la Société d'encouragement de la bijouterie joaillerie orfèvrerie qui est créée en 1875, donc 2 ans auparavant, sont organisés les premiers concours de réalisation technique de l'école. Donc là, c'est des concours de dessin. Maintenant, on a des concours de technique également. Ces derniers donc, sont instaurés dans le but de maintenir une haute considération artistique de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, comme quand celle-ci, du coup, est jugée, noyée un peu sous les exigences commerciales d'une production dite courante et noyée aussi sous le phénomène d'industrialisation des procédés. Donc, on essaye, par ces concours, de montrer aussi que les ouvriers ne sont pas seulement justement des ouvriers qui répètent une tâche chaque jour, mais qui sont capables aussi d'innovation et capables d'inventer et de proposer des modèles un peu pensés différemment. Et ces concours techniques sont donc organisés afin, comme je vous le disais, en fait, je vais me répéter juste, d'exciter l'émulation de nos élèves, d'exercer leurs mains et leur imagination et de conserver donc les bons principes de la fabrication par la main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment à la fois le côté artistique, mais le côté aussi, bien sûr, technique et du savoir-faire. Alors, pour ce type de concours un peu particulier, en prenant l'exemple du concours sur l'exercice 1878-1879, donc le concours d'organisation divisé entre bijouterie et joaillerie. Vous avez donc 3 concours. Vous avez un concours numéro 3 de la bijouterie qui est la reproduction d'un pendant de cou. Et dans les commentaires d'ailleurs des rendus, le jury apprécie quand il existe un équilibre entre dessin, ornement, interprétation et beau façonnage. Donc, c'est une idée intéressante pour comprendre la façon dont on juge aussi les objets à ce moment-là. Vous avez un concours numéro 2 de la bijouterie qui est la réalisation d'un bracelet, un concours numéro 1 qui concerne la production d'une chaîne. Et puis, de l'autre côté, vous avez des concours de joaillerie
Donc un concours de joaillerie numéro 1 avec la reproduction d'un nœud de ruban et le concours de joaillerie numéro 2 avec la reproduction d'une paire de boutons appliques à brisure. Et en dehors, donc ça voilà, pour tout vous avouer, les concours de l'école de dessin, c'est un sujet que j'ai attaqué, mais que je n'ai pas encore, bien sûr, approfondi à fond. Donc là, ce n'est que le début. Bien sûr, il y a les concours donc, internes à l'école. Il y a les concours aussi, enfin, la participation, bien sûr, de l'école de dessin et de modelage aux expositions nationales et internationales. Donc, et d'ailleurs, dans le rapport de 1900, est indiqué donc, que l'école a obtenu des prix à l'exposition de Lyon de 1872, aux expositions universelles de 1878, de 1889, mais aussi participation et récompense aux expositions de l'UCAD. Et du coup, en exemple, j'ai celle notamment de l'exposition de 1876 à l'UCAD, donc, qui était autour d'un concours de composition qui est organisé donc, le 14 octobre 1876, donc un concours où il fallait composer les anses d'un bassin portatif. Donc là, c'est manifestement un concours plutôt d'orfèvrerie. Composer les anses d'un bassin portatif, faire donc le dessin premièrement de face, deuxièmement de profil de l'une de ces anses, et troisièmement joindre un croquis d'ensemble et indiquer la matière choisie. Donc au sein de ce concours, une catégorie concerne donc les cours spéciaux, les élèves de la chambre syndicale de la bijouterie, de la chambre de commerce, du pensionnat des Pères de Saint-Nicolas et des élèves des ateliers. Et donc à partir d'un dessin au trait d'une forme simple d'un bassin d'orfèvrerie, comme on le voit ici, les élèves doivent imaginer des anses et dessiner les traits. Et les concurrents ont à ce moment-là libre interprétation de ces anses, seule contrainte que le dessin doit être au moins d'un tiers plus grand que celui communiqué. Donc, dans ce type de concours, la question de la faisabilité revient dans la confection des anses du bassin. Celles-ci, on précise que celles-ci doivent pouvoir supporter le bassin rempli d'un liquide, soit convenir à sa fonction. Et on parle à ce moment-là, donc dans le rapport, on parle de danse d'usage. Il s'agit donc d'allier la force et la commodité à l'élégance. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Après, de manière secondaire, le détail des récompenses donne que un élève présenté par l'école de dessin, élève d'ailleurs de Carlier, précisé, élève de Carlier, reçoit un prix pour son travail. Et ça, c'est un peu plus secondaire. Alors, je ne sais pas combien de temps on est plutôt bien. Si je devais conclure cette présentation, il est vrai qu'en consultant le rapport sur l'enseignement technique de 1900, qui est très riche et qui apprend beaucoup de choses, on s'aperçoit que, en le feuilletant un petit peu, que parmi le panel en fait, d'écoles professionnelles créées dans la seconde moitié du XIXe siècle, celle de l'exemple en fait, de la chambre syndicale de la bijouterie-joaillerie apparaît finalement comme pionnière, parce qu'on a énormément d'écoles qui sont créées dans les années 1880 et 1890. Donc 1869 est quand même une date assez précoce à ce moment-là. Sa fondation, donc de l'école de dessin et de modelage, intervient dans un contexte où les débats menés depuis le XVIIIe siècle portent leurs fruits, débats dans lesquels en fait, le sort des ouvriers industriels se retrouve au centre des préoccupations, alors que les nations européennes se font une guerre sans merci sur le plan économique. Et concernant plus particulièrement l'école de dessin de la bijouterie, son enseignement va se trouver au XIXe siècle, va évoluer et va se trouver fortement chamboulé au tournant du XXe siècle, quand la profession va connaître une importante crise de l'apprentissage qui va déboucher sur la création, enfin qui va à la fois déboucher au début du XXe siècle sur une loi qui est la loi Astier, sur l'apprentissage, sur la réforme de l'apprentissage, et plus particulièrement pour l'école de la bijouterie, va déboucher sur la création d'un cours élémentaire d'apprentissage, donc un enseignement corporatif sur le modèle des ateliers écoles, et également un cours de perfectionnement à destination des apprentis
et des ouvriers qui vont ouvrir donc à partir de 1908. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment. Merci infiniment et mille excuses et mille pardons pour tous C'est pas très grave. ces désagréments. Alors, pour les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, vous dire que j'ai verrouillé la réunion entre-temps, qui évitait l'entrée intempestive de trolls malveillants. Donc, s'il y a des gens qui ont voulu nous rejoindre, ils n'ont pas pu. Tant pis, mais c'était le seul moyen de pouvoir terminer Ouais, dans les meilleures conditions Mm. possibles cette intervention. Non, merci infiniment. Enfin, ça confirme pleinement à la fois l'intérêt de la question, la richesse des informations. Moi, j'ai tout de suite quelques petites questions, mais il y a peut-être, alors, éventuellement, si vous avez des questions du côté du Zoom, n'hésitez pas et n'hésitez pas à rallumer vos micros. Je crois que cette fois-ci, nous sommes entre nous, en tout cas entre gens intéressés par ce qui se passe ici même. Euh, les enseignants, c'est assez étonnant, ces peintres, sculpteurs, école des beaux-arts. Vous avez pu trouver est-ce qu'ils ont d'autres charges d'enseignement, Fosset et Carlier? Est-ce qu'ils Autre enseignent que. ailleurs, ouais, Oui, que oui, dans tout à l'école fait. de bijouterie? Fossé, il enseigne notamment à l'école militaire de Saint-Cyr. Et d'ailleurs, on a un détail de son parcours dans ses, ses dossiers de la Légion d'honneur, D'accord, ouais. qui permet d'avoir un détail précis. C'est pour ça qu'on peut le retracer assez précisément. Donc, il va enseigner dans différents. D'ailleurs, comme professeur de dessin, bien qu'il ait étudié le dessin et la peinture, il se penche principalement sur le dessin. Mais en tout cas, il va passer une trentaine d'années à l'école de la bijouterie joaillerie, ce qui montre aussi une certaine importance justement Hmm. comme je disais, de ce lien entre les beaux-arts et le milieu industriel qui en fait va perdurer, on va le voir en fait au moins tout la deuxième moitié du 19e siècle. Merci. Ouais, c'est effectivement très étonnant. Alors, c'est pas forcément des très grands noms, des gens de premier plan, Non, mais exactement. c'est assez remarquable en tout cas Mm. que ce besoin de se rattacher effectivement à la question des arts majeurs est fondamental. Je crois qu'il y a Laure qui a levé la main. Ouais, Laure, tu peux rallumer ton micro? je pense il est On allumé. t'entend? Vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend. Ok. Plus des remarques que des questions par rapport notamment au lien avec l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. Et en 1876, c'est encore une exposition de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. L'UCAD n'apparaît qu'en 1882. Oui, simplement, tout à l'heure, on voyait les différentes brochures donc, qui maintenant sont conservées à la bibliothèque. Et ce sont surtout des dons. Ce ne sont pas, tout à l'heure, Florent parlait de dépôts ou quelque chose comme ça. Non, ce sont des ouvrages donnés à la bibliothèque par des gens qui font partie des arts décoratifs, enfin, de l'Union centrale plutôt. Je ne se passe pas aussi l'erreur. Dès le départ, il y a quand même un lien qui est très fort entre, je pense, les membres, enfin voilà, des échanges de membres entre les deux institutions, que ce soit l'Union centrale ou la Chambre syndicale. Un petit peu plus tard, je pense qu'un des liens les plus forts, ce sera Henri Weber, notamment, hein, qui aura des rôles très importants dans les deux institutions. Voilà, c'était vraiment pour redire ça, parce que je trouve que c'est quand même vraiment intéressant de voir comment peut-être les mêmes personnes vont s'impliquer des deux côtés. Ouais. Sachant, si Florence ça intéresse, doit y avoir quelques petites statistiques publiées en 1800 dans le bulletin de l'Union centrale donc des beaux-arts appliqués à l'industrie, donc à partir de 74. Il y a quelques statistiques par métier des gens fréquentant la bibliothèque. Et notamment, il y a beaucoup de ciseleurs et des bijoutiers. Et surtout, il y a relativement peu de métiers qui sont précisés. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt des ensembles. Et là, on voit quand même que ces métiers-là sont précisés. Donc, ils sont un petit peu mis en valeur, je pense. Puis ça doit sûrement peut-être aussi être des gens qui viennent peut-être plus régulièrement que d'autres. Au niveau consulter les ouvrages de la bibliothèque et aussi autre chose, c'est au niveau
de ce qui est proposé comme modèle, il y a quand même certaines parentés, puisque à la bibliothèque, donc on a aussi pareil des objets donc de dimension, donc plutôt imprimés, toutes ces lithographies et recueils d'ornements divers et variés. Et il y a aussi à la bibliothèque des objets en relief. On les voit très bien sur les photos de la bibliothèque, quand elle est place des Vosges, donc plutôt des années 90. On voit très bien qu'il y a des moulages un petit peu partout. Et il y a aussi, alors moi, je ne connais pas grand-chose, mais il y a quelque chose qui, moi, j'ai l'impression, ressemble justement à un peu une vitrine avec des modèles peut-être de bijouterie à l'intérieur. Donc, vraiment dans la bibliothèque. Ok, intéressant à savoir. Ouais. Voilà. Très Il y a rapidement. encore des Ouais. choses à chercher, Ouais, à ouais, trouver. Mais justement, à propos des modèles, moi j'étais frappé parce que quand vous avez cité les modèles de Christophe, le Don Christophe, donc c'est des modèles d'ornement. Donc on oui. imagine que c'est des modèles traditionnels, c'est exactement comme ceux qu'on avait probablement dans les écoles de décoration, de décor, d'ornement, Mm. c'est-à-dire de copies d'ornements et des modèles probablement aussi de bosses, c'est-à-dire de Mm. sculptures, donc des Mhm. copies de sculptures. Et là, on retrouve toujours le même corpus de sculpture antique. Et puis à un moment donné, vous disiez c'est donc un modèle d'un nouveau genre. Et là, c'était de l'orfèvrerie. Donc est-ce que ça veut dire que on l'introduit à ce moment-là? Là, c'est oui, l'introduction, ça, c'est Boucheron qui Oui. fait ce don de métal ciselé, en effet, comme quand il disait. Oui, dans ce cas-là, à mon avis, le- les modèles évoluent. Enfin, je pense qu'en fait, ils ont fait rentrer. Enfin, comme j'ai pas de Oui, preuves matérielles on peut faire que des de ce suppositions. type on peut faire comme des suppositions, mais j'ai l'impression qu'en effet, forcément, comme ce sont des ouvriers qui travaillent le métal, la maison Boucheron introduit finalement le métal assez rapidement dans les modèles qu'il donne. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir quel type exactement Hmm. de modèle. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre les modèles en effet en galvanoplastie est-ce que c'est une reproduction aussi pareil d'ornements plus anciens ou alors c'était des modèles peut-être même modernes qui pouvaient avoir donné en fait des modèles qu'ils avaient fait récemment. Enfin, cette question est intéressante à creuser. J'ai une autre remarque à propos des modèles. La galvanoplastie, est-ce qu'il y a un rapport entre ceux aussi que Christophe l'a donné au musée des arts décoratifs? Ça, j'ai pas vérifié, non. Il faut regarder, je crois qu'à la bibliothèque, on a un catalogue aussi justement de ces fameux modèles galvanoplastiques que Christophe l'avait fait. Ok, Voilà. Et notamment, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, des différents trésors exposés dans les musées. d'accord, ok, Donc là, je pense que vous trouverez des informations. d'accord, je vais regarder ça, ouais. Là, je ne sais pas du tout si quelqu'un peut démentir ou pas, mais là, il y a peut-être une piste là. En tout cas, il me semble que ces écoles de dessin faisaient dessiner et modeler d'après des modèles qui sont le corpus habituel qu'on devait trouver à l'école des Ouais, tout à fait, beaux-arts, tout à fait. à l'école des arts décoratifs, à la Ouais, petite école aussi, c'est-à-dire ornement, rinceau, acanthe, exactement. le Gaulois blessé, l'Apollon du Ouais, Belvédère, enfin, tout devait exactement. y Bah, passer. il parle d'ailleurs Et il y d'académie a un moment, ouais, on les fait travailler à partir de choses qui exactement. sont plutôt les objets qu'ils vont produire. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que d'ailleurs, c'est là où il y a eu la rupture. Genre, j'ai l'impression que, en tout cas, les modèles de Boucheron correspondent plus à des modèles, comme vous le dites aussi, modernes, plutôt que les modèles apportés par Christophe ou peut-être d'autres. Hein, bien sûr, je parle totalement dans le vide, mais qui, à l'origine, sont des modèles, en tout cas, dans le rapport de l'école. On parle vraiment de modèles très classiques. On parle d'académie, on parle d'ornement. Donc, à mon avis, c'est des modèles qui correspondent plus à ce qu'on trouvait en Oui, effet à l'école des beaux-arts que dans finalement des modèles adaptés au domaine de la bijouterie. Donc peut-être que les modèles donnés du coup par les maisons, soit d'orfèvrerie ou de bijouterie, doivent avoir, à mon avis, d'avoir plus de liens avec le domaine. Et il doit y avoir du coup un complément en fait qui est apporté aussi au modèle plus traditionnel et classique. Alors, toujours pour faire le parallèle avec les arts décoratifs, euh, quand on voit justement ce qui est proposé à la bibliothèque, mais aussi d'ailleurs un petit peu, je dirais, dans les expositions, par exemple des arts décoratifs, il y a
une partie toujours rétrospective et une partie moderne, puisqu'ils présentent à chaque fois à la fois des collections anciennes et justement des productions contemporaines. Donc, et au niveau de la constitution du fonds, donc pareil, de la bibliothèque, il y a un petit peu c'est aussi ces deux genres, on va dire, à la fois donc des modèles qui sont des modèles imprimés, souvent justement avec le rôle, notamment on parle des ornemanistes qui font ce passeur, donc qui sont ces passeurs entre les modèles anciens et les artisans, puisqu'ils recopient des modèles anciens qui vont après éditer. Donc ça, les recueils d'ornemanistes pour la diffusion du modèle ancien ils sont vraiment très, très importants. Et en même temps, les membres des arts décoratifs, en fait, la bibliothèque, c'est un peu pour eux un fonds d'atelier à grande échelle. Et peut-être que justement, au niveau de la BGO, ils vont un peu agir de la même façon, c'est-à-dire que aussi mettre à la disposition de leurs élèves les modèles qu'ils produisent et qui sont en fait sont un peu leur fonds d'atelier. Ouais, tout à fait. Puisque justement, le fonds d'atelier aussi est là à la base pour former et donner justement, en former en interne. Et donc là, ils vont essayer de former un petit peu plus largement et ils offrent justement donc le geste de bûcheron de donner justement ce qu'il produit. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Ouais, se constituer une banque d'images, en fait, à Voilà. la fois de modèles classiques et à la fois de modèles plus modernes pour exciter aussi, parce que il y a quand même cette idée de toujours pousser plus loin, justement et par l'engagement, en fait, c'est par le fait qu'il y ait des professeurs qui viennent, soit des sculpteurs, des peintres, etc. C'est l'idée à l'origine, c'est vraiment de apporter ce plus, ce côté, cette idée, enfin, l'enseignement noble en fait qui reste finalement un peu du dessin qui reste un petit peu une idée en fait qui n'a pas forcément trop bougé comme on le voit d'ailleurs donc à l'exemple de l'école de dessin de la bijouterie et l'idée donc de pousser les élèves à toujours créer et à inventer de nouvelles choses. Peut-être qu'en effet les modèles plus modernes donnés par Boucheron par exemple doivent à mon avis aussi être poussé dans ce sens-là, quoi. Mhm. Mais encore une fois, sans avoir les modèles sous les yeux, c'est vrai qu'on ne peut pas juger. Ça se trouve, c'est des modèles tout à fait classiques Mm. Pour les modèles imprimés, quand même, il y a le catalogue de la bibliothèque qui existe, qui a été fait justement publié par Henri Wever. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça peut donner C'est une déjà idée. une bonne piste, ouais, tout à fait. Après, il y a une autre question moi, qui me traversait l'esprit, c'était la présence que vous soulignez de le financement ou les prix donnés par la coutellerie, par donc, tous les métiers, tout l'écosystème économique et industriel qu'il y a autour. En fait, on voit bien que bijouterie, c'est pas que des bijoux. On comprend bien le principe. Il y a la vaisselle, il y a tous les objets précieux. Ça s'arrête où en termes d'échelle? On sait. C'est à partir de quel moment on passe, je sais pas, la ferronnerie d'art. À quel moment on change de. Il y a en fait, le titre à l'origine de la chambre syndicale, c'est la chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie au début, avant qu'elle parte, et des industries qui s'y rattachent. Alors c'est vrai que du coup, c'est très large, mais quand même, il y a... enfin, en tout cas, quand on observe les procès-verbaux et les débats entre les différents fabricants et marchands, ils ont une idée précise quand même. Enfin, ils ont une idée des industries qui peuvent être attachées, mais c'est vrai que souvent, à l'intérieur de ces débats, il y a une proposition d'intégrer ou retirer telle ou telle profession parce qu'elle ne correspondrait pas exactement à leur. Donc, du coup, le panel est assez large et en fait est modulable selon enfin, est très facilement modulable selon les années. En fait, ça évolue en fait vraiment. On part d'un point, mais en fait, au fur et à mesure, l'horlogerie va partir, d'autres industries vont intégrer. Et ainsi, enfin, c'est assez intéressant si on suit au fur et à mesure des
des procès-verbaux, en fait, l'évolution de Ouais, l'extension, au contraire, la rétractation, voilà, le recentrement sur le métier. Mais ça, c'est très intéressant parce que, enfin, il y a toujours ce rattachement de la bijouterie ou des bijoutiers au monde plus large des arts décoratifs. Enfin, donc, effectivement, on les trouve dans tous les mouvements, que ce soit la SAD, l'UAM. Enfin, ouais, bon, tout à fait. et du coup, on se dit, voilà, il y a un travail à la petite échelle, mais qui finalement peut grandir. Et jusqu'à quel point, c'est-à-dire à quel moment on passe vers d'autres métiers. Ouais, ouais. Euh, il y a là quelque chose d'intéressant et qui peut-être tient, alors je ne sais pas, mais c'est peut-être une piste, mais à la spécificité à la fois de la formation et puis de la pratique. Et qu'on sent bien qu'il y a un tronc commun. Cette histoire de modèle, d'ailleurs, est assez essentielle à mon avis, parce que c'est les mêmes modèles qu'on trouve partout. Bien sûr. Euh, Je pense qu'à l'origine, il y a aussi, c'est toutes les industries en fait aussi qui font partie de cette énorme chaînon en fait qui est constitué par parce que le métier de bijoutier joaillier, bien sûr, implique le bijoutier joaillier, certes, mais ça implique également le métier de ciseleur, ça implique le métier de graveur, le métier de sertisseur, de polisseur. Donc, il y a tout un ensemble de métiers qui sont rattachés en fait les uns aux autres. Et je pense que du coup, celui qui ne fait plus ou qui n'est jugé plus faire partie de ce chaînon, du coup, se détache assez naturellement. Je pense que l'horlogerie, en fait, finalement, dans la confection d'un bijou ou d'une pièce d'orfèvrerie, n'entre pas vraiment dans le. Donc, en fait, ils ont décidé de se détacher aussi. Enfin, je pense, j'imagine, je visualise un peu une chaîne énorme et si on s'y rattache, c'est bon, mais si on peut aussi être enlevé assez facilement si on juge que la plus de nécessité, quoi. Mais c'est comme une fois, je pense que c'est modulable en fait, ça évolue vraiment, il n'y a rien de défini. je pense toujours à Le Corbusier qui commence à l'école de la Chaux-de-Fonds comme ciseleur de cadran de montre. Ouais. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai que ça peut ouais. partir sur d'autres domaines. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent? Oui, si j'ai bien compris, Camille Lefebvre qui avait dessiné le modèle. Oui, tout à fait. Parce que je vois dans mes listes qu'il a été aussi professeur avec un enseignement supérieur des avocats. De 1903 à 1906. D'accord. 1903-1906. Camille Lefebvre. Hein. Oui, Camille Lefebvre. D'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Vincent Bouvet, qui est là présent, nous rappelait que Camille Lefebvre était prof, effectivement, à l'ENSAD. D'accord. Je me note. Merci. Merci beaucoup, Florent. Merci. Laure, je vois que tu as toujours la main levée. Mais c'est parce que tu ne l'as pas baissée, c'est pour ça. Bon, merci beaucoup. J'ai pas baissé ma main, j'ai oublié. Ah d'accord, ok. Non, mais si tu as quelque chose, n'hésite surtout pas à intervenir. Merci Florent. Manon, peut-être, si tu veux venir, on va essayer de rester comme cela. Alors simplement, si par hasard vous êtes déconnecté, comme la séance est verrouillée, vous ne pourrez pas en rentrer et je ne vais pas rouvrir la visio. Simplement, vous prenez le code d'accès, vous remplacez le premier chiffre qui est un 3 par un 0 et vous avez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un SMS. 06 63 39 77 37 et je rouvre la séance de manière à ce que vous puissiez vous reconnecter éventuellement. Alors, on va regarder si j'ai besoin simplement d'aller chercher le diaporama suivant qui doit être par là. Je vais vous demander une petite minute. Il est là. Avec Keynote, bon, c'est pas grave. C'est parfait. Voilà, le mettre en partage.
la fin, on va le remettre au début. Hop. On va monter. Excusez-moi, il n'y a pas de son. Oui, Stéphanie, est-ce que tu vois le partage d'écran là? Parce qu'on a l'impression d'être déconnecté ici. Oui. Alors, j'ai vu le partage d'écran. Là, je vois le logo de l'école. Et surtout, on n'avait pas de son du tout. Moi aussi, c'est pareil. Je vois le logo de l'école, mais sans son, sans rien. Voilà, je crois qu'on est revenu. Vous nous voyez ou pas? On a été déconnecté ici. Je n'ai plus de Wi-Fi. Quelle séance? Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une séance comme ça. Oui, chaotique, au possible. Je crois que le Wi-Fi vient de nous lâcher dans l'école. C'est pas mal. Donc, je suis connecté sur mon téléphone. Je vais essayer de reconnecter en partage de connexion. Ça devrait fonctionner. Voilà, toute l'école vient de... Bon, ça arrive rarement que toute la connexion Internet de Camondo soit plantée. Mais cette fois-ci, c'est fait. Impossible de se connecter. Alors, on y va. Basculer. Il va me reconnecter. Donc, a priori, ici, ça a l'air bon. Est-ce que vous nous voyez? Nous sommes revenus. Oui. C'est bon pour vous? Alors, oui, il semblerait qu'on soit vraiment dans la cible de gens pas très bienveillants. On va remettre le partage. Et je vais partager l'écran. C'est bon. C'est bon pour vous? Eh ben, Oui, c'est bon. Merci beaucoup. J'essaie de me reconnecter de mon côté. Je crois que Manon, tu peux y aller. Ok, merci beaucoup. Pour l'instant, tout va bien. Ok, merci. Donc, dans son discours pour le cinquantenaire de la Chambre syndicale de la bijouterie Fantasy, Paul Piel, qui en est le directeur, rappelle la chose suivante. Nos fabricants ont à lutter contre la concurrence étrangère qui produit, parfois dans des conditions de bon marché invraisemblables. Ce sera donc par le caractère vraiment artistique de ces productions que la bijouterie de Fantasy française pourra lutter victorieusement. Pour obtenir ce résultat, une éducation professionnelle s'impose donc plus que jamais à ceux qui veulent se consacrer à un métier qui, partant de côté, côtoie l'art le plus pur. À travers ce propos, Paul Piel, alors président de la Chambre syndicale de bijouterie de Fantasy en 1923, justifie la création d'une école spécifiquement liée à ce domaine afin de créer une main-d'œuvre capable de lutter contre la concurrence étrangère, notamment allemande. L'école professionnelle de dessin et de modelage de la bijouterie de Fantasy est née en 1873 d'une initiative privée, qui est donc celle de la Chambre syndicale fondée la même année. Comme son homonyme de la Rugicienne dont nous a parlé Florent précédemment, son enseignement se compose essentiellement de travaux pratiques, donc ciselure, gravure, et de cours de dessin et de modelage, à la différence près que celle-ci l'applique à la bijouterie d'imitation, qu'on appellera par la suite bijouterie de Fantasy, en réponse à un besoin qui se fait sentir, donc d'une formation expressément destinée aux apprentis de cette corporation. Ainsi, elle ne concurrence pas la précédente école dont on parlait, mais elle s'y ajoute plutôt et vient nourrir le panel des écoles professionnelles et l'école d'art appliquée hyper spécialisées qui naissent dans ce dernier quart du 19e siècle.
L'école de la rue Chapon se présente comme une école de perfectionnement à l'apprentissage, agissant comme une formation complémentaire au travail qui est réalisé en atelier dans les maisons de bijouterie. Au cours des 19e et 20e siècles, son statut évolue. Elle passe d'école gratuite de dessin et de modelage, dont le nom renvoie bien sûr à l'école royale de dessin et de mathématiques créée par Bachelier. Puis, elle se nomme le Collège d'enseignement industriel bien plus tard, dans les années 1960, qui là ressemble un petit peu plus à nos CAP actuels. Donc, son évolution peut être prise comme un cas d'école, c'est le cas de le dire, comme une manière d'illustrer le phénomène d'institutionnalisation des formations en bijouterie. Puisqu'avant 1873, seulement 3 ou 4 cours professionnels existent pour former au métier de bijoutier, dont le cours qui est proposé par l'école dont nous a parlé Florent, l'école de la rue de la Jussienne. Ainsi, l'école de la rue Chapon apparaît comme un jalon, insufflant une sorte de renouveau dans la transmission des savoir-faire issus des métiers d'art, en proposant des méthodes d'enseignement spécifiques à la formation. En travaillant sur cette école, on constate assez rapidement que l'administration de l'école fait intimement partie du monde des arts appliqués de manière générale. Donc, ceux qui la dirigent sont artistes plasticiens, peintres, comme nous le disait Florent également, mais aussi décorateurs. Il n'est donc pas tout à fait étonnant que l'on retrouve à sa direction Pierre Lardin, bouliste de formation, spécialisé dans le verre, notamment dans la miroiterie, à la direction donc, de l'école de la rue Chapon dans les années 30 à 40, et puis à la direction du Centre d'art et de technique, qui est l'ancêtre de l'école Camondo, dans laquelle nous nous trouvons en 1945 à son ouverture. Et c'est en prenant ce point de départ que j'ai commencé mes recherches sur cette école de bijouterie. Donc on voit que bijoutiers, décorateurs, ouvriers d'art font partie des mêmes réseaux, participent aux mêmes expositions, parfois les mêmes professeurs, et surtout ont des cours assez similaires, ou du moins on a une certaine permanence, comme nous l'avons vu, donc du cours de dessin, dont l'enseignement est adapté selon l'industrie. Ce sont autant d'éléments qui m'ont poussé à prendre l'exemple de la rue Chapon pour finalement appréhender un phénomène plus général, qui est celui de l'institutionnalisation des formations du métier de bijoutier. Et à ce titre, l'école, créée en 1873, peut être perçue comme une forme de modèle, de paradigme, de par le fait qu'elle arrive assez tôt à suivre pour les écoles d'art appliqué hyper spécialisées qui lui succèdent. Pardon. Dans un premier temps, je vais essayer de retracer un petit peu l'histoire de l'école, puis nous allons nous questionner sur son fonctionnement, voir son efficacité. Et dans un troisième temps, nous allons constater un petit peu son évolution, son passage d'école professionnelle à véritablement collège d'enseignement industriel au XXe siècle. Donc, pour retracer un petit peu l'histoire de cette école, tout d'abord, c'est une école qui naît d'une initiative privée, et pour faire une école publique. Donc, l'école est fondée dans un contexte un petit peu particulier, c'est une période charnière, c'est le tout début de la Troisième République. Donc, il y en a les événements de la Commune en 1871, dans un contexte économique qui est assez difficile. La France cherche à redorer son blason, à affirmer une forme de supériorité, ce qui passe par la participation aux expositions universelles, mais aussi par la création de nombreuses chambres syndicales pour valoriser les arts industriels. Et donc, c'est au printemps de l'année 1873, excusez-moi, je fais avancer le diapo en même temps, si j'y arrive. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Donc, je disais, la chambre est créée au printemps de l'année 1873. Elle s'appelle la Chambre syndicale de la bijouterie imitation, bijouterie dorée, deuil, acier, écaille, petit bronze, etc. et des industries qui s'y rattachent toujours. Elle est pilotée par Alexandre Piel et Alfred Mascuro. Et dès la première réunion de l'école, l'étude d'un projet tend à la création d'une école de dessin pour les apprentis de la corporation. Donc, le projet d'école est inhérent au projet de la Chambre, puisque l'école naît seulement 3 mois après la création de la Chambre. Donc, une commission est nommée qui comprend Alexandre Piel, le président de la Chambre, Alfred Mascuro, également messieurs Essic, Léon Julien, Le Joliot, Edmond Topard, donc des noms qu'on retrouve assez souvent dans ces milieux à cette époque-là. Parmi les membres fondateurs de l'école, des industriels, des membres de l'instruction publique, souvent acteurs de la modernisation de l'instruction publique. Piel, lui, est bijoutier, il a la maison Piel et Nanteau rue du Temple. Alfred Mascuro, qui est véritablement celui qui a l'impulsion pour créer cette école, est sénateur de la Seine. Il dirige avant cela l'école de la rue de Poitou. Il est également décoré par la Légion d'honneur. Et enfin, Gustave Rouzet, qui présidera également la Chambre. Lui a également une fabrique de bijoux dorés, fils de bijoutier, fils de Jacques-Henri Rouzet précisément. Et il a également de nombreux rôles, notamment il est président du conseil de surveillance de l'école, comme on vous a expliqué précédemment qu'il y avait une surveillance qui se mettait en place. Il est également représentant du ministre du Commerce. Il va diriger aussi l'école de la rue de Poitou après la démission d'Alfred Mascuro.
Voilà. Donc, en tout cas, on a un certain milieu qui se dessine. À l'ouverture de l'école, en 1873, les cours sont donnés dans une salle qui est prêtée par la mairie du 3e arrondissement. Puis, on peut un petit peu suivre l'école qui se déplace avant de véritablement avoir sa place dans le 3e arrondissement. Les cours s'installent rue du Perche, à l'école des filles. Puis, l'école est déplacée 118 rue du Temple à la fin de l'année. En 1879, une nouvelle salle de travaux pratiques lui est adjointe. Et c'est seulement en 1899 qu'elle intègre la rue Chapon, là où elle va s'installer définitivement. Donc, une fois le projet de l'école lancé, la question du financement arrive assez rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une école syndicale, produit d'une corporation. Donc, elle débute très modestement. Le financement comprend les souscriptions à la chambre et des dons. Mais ils n'avaient pas de locaux à l'origine, comme je vous l'ai dit. Mais très vite, c'est une école qui va intéresser le ministre du Commerce et le conseil municipal, qui vont venir encourager son développement, des encouragements qui se matérialisent par des subventions. Une première en 1879, puis une seconde en 1882, une subvention plus importante en 1893 de 5 000 francs. Et c'est en 1898 que le projet d'école est lancé. Là, on crée un local qui lui est dédié au 25 de la rue Chapon. C'est pas encore. C'est une école qui est, comme on le voit, assez bien reçue, en tout cas qui rencontre un certain succès, qu'on voit avec les soutiens matériels et financiers. On le sait également parce que les travaux d'élèves vont être exposés à plusieurs reprises, notamment dans les galeries du premier étage de la mairie, à la fin de l'année, pour les distributions des prix, mais également en 1915. Là, j'avance un petit peu dans la chronologie, mais les travaux des étudiants vont être exposés au Palais Galliera, au moment où il occupe une fonction de musée industriel de la ville de Paris. C'est une fonction que le Palais Galliera va occuper à partir de 1895, puisque le palais était assez inutilisé. On parlait d'un bel écrin vide, mais pas grand-chose à l'intérieur. Donc, c'est une volonté de Maurice Quentin Bochart, alors conseiller à la ville de Paris, d'y installer un musée, mais un musée de création. Donc, on expose des travaux d'étudiants et notamment de nombreuses écoles professionnelles, dont notre école de la rue Chapon en 1915. Là-dessus, je vous renvoie à l'article de Rossella Froissart sur l'ouverture du Palais Galliera aux ateliers de Faubourg. En tout cas, pour Bochart, il y a véritablement une nécessité de valoriser ces écoles, qui sont de véritables séminaires d'arts appliqués. L'école va également participer à d'autres expositions, notamment à l'exposition de 1900, on l'apprend dans le bulletin d'enseignement technique, où l'école va exposer, mais hors concours, tout de même exposer, puis participer à d'autres expositions à l'étranger, notamment à Liège, à Londres, à Bruxelles, à Turin, dans les années 1910. Donc, ce qui renforce l'idée d'un certain succès de cette école, du moins un bon fonctionnement qui fait qu'elle perdure. Le nombre d'étudiants y est de plus en plus important. En 1893, on a 80 élèves environ et un prof de dessin, contre 133 élèves pour l'école de la BJO dont nous avons parlé précédemment. Et puis, le nombre d'étudiants va tripler, puisqu'en 1904, on passe à 230 élèves, un directeur et 5 professeurs, un surveillant. Et on va conserver à peu près cette jauge pendant les 10 années suivantes. Qui dit plus d'élèves dit besoin de place. Donc, c'est le local dont je vous ai parlé qui est créé. Je me permets de revenir sur les images que je vous montre. Donc, à gauche, vous avez la couverture du catalogue de l'exposition lorsque, comme je vous l'ai indiqué, les travaux étaient exposés au Palais Galliera. Et à droite, vous avez donc un motif et deux bijoux, des bijoux en doré, pardon, qu'on ne voit pas très bien à cause du zoom, mais qui ont été très probablement réalisés par des élèves de l'école, puisque ce sont des images que j'ai récupérées du fascicule réalisé pour les 100 ans de la Chambre syndicale de la bijouterie de Fantaisie. Il n'y a pas plus de détails concernant leur création, mais en tout cas, c'est un des visuels dont je disposais. Donc là, vous avez les plans de l'école de la rue Chapon. Ce sont des plans que j'ai trouvés aux archives de Paris. Donc, en 1888, la commande est passée à Antoine Soudet. C'est un architecte qui est formé aux Beaux-Arts, il est de la promo de Henri Labrouste. La commande apparaît dans le rapport municipal de 1898. On a pour projet de diviser une grande salle. C'est le 2e étage de l'école. En fait, dans le projet, il y a la construction d'une école maternelle et d'une école professionnelle au même endroit. Et le 2e étage est entièrement consacré à l'école de la rue Chapon. Donc, on voit qu'il y a un espace au centre qui est dédié aux ateliers de gravure et de ciselure. Donc, je vous ai fait un petit zoom pour voir un peu mieux. Voilà. Et on a également une partie qui est dédiée aux classes de dessin et de modelage, en bas à droite,
Donc, on a une école qui est véritablement ancrée dans le 3e arrondissement, que ce soit par les différentes adresses qu'elle occupe, et particulièrement celle-ci, c'est vraiment le Paris industriel, hein, le quartier de la Fabrique de Paris, avoisine l'école de la rue Chapon, des relieurs, des graveurs, des ciseleurs, notamment la maison Puyforca, la maison d'orfèvrerie, dont... Voilà. Et donc voilà, en 1915, on a une école avec une promo d'à peu près 250 élèves qui a son propre espace, dont les élèves exposent. Et cela est rendu possible grâce à une formation spécifique à la bijouterie. Donc, là, vous avez une petite photo de l'école de la rue Chapon actuellement. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que l'école maternelle. Elle fait l'angle, là, tout près de la rue Beaubourg. Donc, concernant la formation qui est dispensée à l'école de la rue Chapon, on constate la naissance d'une certaine pédagogie. Donc, si on reprend l'étymologie du mot pédagogie, ça vient du grec, donc paidos, c'est paidagogia, donc paidos sont les enfants, et gogia, mener, conduire. Donc, l'idée, c'est vraiment de guider, mener un jeune en formation grâce à des méthodes afin de viser son autonomie. Il semblerait que l'école de la rue Chapon applique cette idée intègre du moins cette idée de pédagogie dans son programme, puisqu'elle propose de véritables méthodes d'enseignement. Donc, Florent nous en a parlé, mais l'enseignement est divisé en plusieurs parties, en 2 temps notamment, la division élémentaire, qui correspond aux 3 premières années, puis la division moyenne et supérieure. Parmi les cours qui sont dispensés, donc les cours de dessin, de modelage, les ateliers pratiques de ciselure, gravure, etc. Et d'autres cours qui portent vraiment sur des différentes matières premières, le cours de bijouterie dorée, de petits bronzes, de gravure, des mailles. Et on a également la présence d'un cours de mode. On peut supposer qu'il s'agisse d'un cours portant sur l'histoire des styles, ancêtre du cours du style 19e. Paul Piel, directeur de la Chambre en 1912, rappelle que dans ce genre d'industrie, le caprice du client est souvent notre loi. Et nous sommes d'autant plus obligés à faire perpétuellement de nouveaux modèles. C'est un produit qui répond à la logique de la commande. Donc, nécessairement, dans la formation, on retrouve un cours de mode, un cours qui reprend l'histoire des différentes tendances. Également, donc, dans cette logique de pédagogie, on voit qu'il y a un programme scolaire qui est vraiment bien défini. On peut le voir notamment grâce au document de répartition des prix de fin d'année qui renseigne concernant la répartition des cours. On a notamment Monsieur Casala qui enseigne le dessin d'ornement, plâtre et fleurs après nature, la composition et la gravure en taille douce. Nous avons également Monsieur Maestri qui enseigne le modelage, Monsieur Girard, Monsieur François qui assure les travaux pratiques. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il y a vraiment la naissance d'une pédagogie avec des méthodes dispensées par des enseignants qui suivent un programme bien circonscrit, qui est vraiment à la jonction entre le penser et le faire, les travaux pratiques et les cours théoriques, qui sont dispensés à un groupe d'élèves dans une classe. Tandis que pour des maisons comme la maison Fouquet sur laquelle travaille Florent ou la maison Petitot sur laquelle je travaille, la transmission des savoir-faire se fait beaucoup plus de manière orale dans le cadre d'une entreprise familiale. Enfin, donc un 3e point qui va dans le sens d'une certaine pédagogie, c'est qu'il y a un suivi, puisqu'on a la mise en place d'examens mensuels et également d'un concours de fin d'apprentissage, ce qui correspondrait à la diplomation à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin de l'année, on diplôme les étudiants par un concours et un système de récompense en espèces. Et on a aussi la mise en place d'un tableau de demande et offre d'emploi à la disposition des élèves une fois leur cursus fini. C'est vraiment la logique des écoles qui bénéficient du carnet d'adresses, du réseau de leur école. Alors, Monsieur Hocher, le maire du 3e arrondissement, dans un discours lors d'une de ses remises de prix, indique que l'outillage n'était pas le seul facteur de la production et il y avait un autre élément indispensable que très heureusement la machine ne peut remplacer, c'est la main habile de l'artisan. Aussi, la Chambre syndicale de la bijouterie fantaisie a-t-elle créé une école professionnelle que l'on peut appeler une école de perfectionnement à l'apprentissage. Il précise que c'est la méthode qui convient le mieux à l'industrie. Donc, cette phrase du maire du 3e arrondissement indique 2 choses. Cela sous-entend, puisque c'est une école de perfectionnement, qu'ils ont déjà une formation, un petit peu comme le centre d'art et de technique, donc l'école Camondo à ses débuts, puisque les élèves provenaient d'autres écoles, comme l'école Boulle, par exemple, ou l'école des arts décoratifs. Ici, les élèves ne proviennent pas nécessairement d'une autre école, mais en tout cas viennent ici pour compléter leur enseignement après avoir travaillé notamment dans des maisons de bijouterie. En tout cas, après avoir travaillé dans les ateliers. C'est un enseignement qui s'ajoute à une pratique.
En effet, cela se confirme par le format de cours du soir, hein, comme l'école de la bijouterie-joaillerie dont ça parlait Florent, qui laisse le temps la journée de travailler à l'atelier. Donc, on a là vraiment la mise en place d'une pédagogie qui est spécifique à la formation en bijouterie, qui vient guider, conduire, voire parfois reformer les jeunes apprentis. C'est le cas notamment en 1914, lors de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est circonstanciel, mais en octobre 14, l'école de la rue Chapon devient un centre de réhabilitation, voire de rééducation. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en 1914, la guerre éclate, donc tous les ateliers sont contraints à la fermeture, mais l'école de la rue Chapon va réussir à réouvrir très rapidement, en fait seulement 3 mois après le début de la guerre, sur décision des membres de la Chambre, qui se mobilisent et qui se réunissent chaque semaine pour essayer de réouvrir l'école. Et il y a un élève de cette école qui est un jeune homme amputé, lui pas à cause de la guerre, mais voilà, qui va proposer de faire de l'école un centre de rééducation, ce qui va être accepté. Et ce centre de rééducation va être dirigé par Jobé Duval, qui sera le directeur de l'école pendant très longtemps, qui va beaucoup œuvrer pour l'école. Donc, en 1914, et ce jusqu'en 1919, l'école va dispenser des cours de rééducation professionnelle pour mutilés de guerre. Les cours du soir sont remplacés par des cours du jour. C'est un projet qui est assez coûteux, mais qui est subventionné par la Chambre de commerce de Paris. Et donc, à la fin de ce programme-là, c'est pas moins de 186 mutilés de guerre qui diverses à la guerre mondiale, les poilus qui parfois avaient du temps fabriquaient plus ou moins en fait, des bijoux de fantaisie avec des douilles ou avec des boutons d'uniforme, des fusées, et qui se formaient en fait, pendant la guerre à cela un petit peu de manière autodidacte. En tout cas, l'école, à la sortie de ce programme, est reconnue par décret comme œuvre de guerre, puisqu'elle a réussi à s'adapter, donc c'était assez intéressant. Comme je vous l'ai dit, les cours continuent un petit peu après-guerre jusqu'au 30 juin 1919, puis l'école reprend son fonctionnement normal. En revanche, l'école ne bénéficiera pas des mêmes dispositions lors de la Seconde Guerre mondiale, où là, elle sera véritablement contrainte à la fermeture, et le matériel de l'école de la rue Chapon sera donné à l'école de la rue du Louvre. Les fabricants qui font partie de la chambre sont invités à verser leurs taxes d'apprentissage à l'autre chambre également. Donc, on a une concentration qui se fait plus sur la chambre de bijouterie-joaillerie à ce moment-là. Et l'école de la rue Chapon disparaît donc, puisqu'elle donne son matériel. Mais au fil de mes découvertes, j'ai pu découvrir qu'elle renaissait un petit peu de ses cendres, donc 20 ans plus tard. Entre-temps, les questions d'apprentissage ont été mises de côté, mais vers 1960, on a l'ouverture d'une classe qui forme les apprentis en bijouterie de fantaisie, qui va s'appeler donc le Collège de bijouterie d'art et de fantaisie, situé au 8 rue de Montmorency. Cette école va prendre le titre de Collège d'enseignement industriel, CEI, en 1961. Collège qui va finalement devenir, si on poursuit la chronologie, le lycée professionnel de la bijouterie Nicolas Flamel, qui est une annexe de l'école Boulle à la fin du XXe siècle. Et si on va encore plus loin dans la chronologie, l'école Boulle va totalement aspirer cette école en 2006, puisque le lycée Nicolas Flamel va disparaître au profit d'un CAP section art du bijou à l'école Boulle. Donc, en créant cette école, les membres de la Chambre légitiment ce domaine de la bijouterie de fantaisie comme un domaine à part entière, finalement, faisant parfaitement le lien entre art et industrie. Paul Piel, en 1912, indiquera: on a fait autrefois je ne sais quelle distinction entre l'art dit industriel et celui qu'on avait l'air de considérer comme subalterne et l'art qu'on appelait le grand art. Mais désormais, vous êtes appelés à devenir de véritables artistes. On voit qu'il y a une certaine intention dans les membres fondateurs de l'école de faire, au-delà de faire de bons ouvriers, mais désormais de faire même des artistes, et des artistes spécialisés en bijouterie de fantaisie, ce qui est un petit peu, enfin, du moins ce qui est assez intéressant. Donc, l'idée là est de questionner un petit peu le fonctionnement de l'école de la rue Chapon et de la voir un petit peu comme un modèle pour les écoles d'art appliqué à l'industrie. Cette école de la rue Chapon, c'est une école véritablement des années 1860, bien qu'elle n'arrive qu'en 1873, puisque dans le contexte des années 1860, on a la volonté du préfet Haussmann d'enseigner le dessin. Donc, des budgets sont alloués pour les écoles de dessin par la municipalité.
Il y a également les mesures de Victor Duruy, alors ministre de l'Instruction publique, qui provoquent l'essor important de cours du soir, organisés par les syndicats ouvriers. On a de nombreux projets d'exposition des arts industriels, comme celui dont je vous ai parlé avec Beauchard. Également la naissance de nombreuses écoles communales. Là-dessus, je vous renvoie à la communication de Rossella Froissart, qui avait eu lieu également dans le séminaire Pédagogie et Transmission sur le projet d'école de Daviou et Klagman, projet avorté, mais du moins il y avait une intention bien réelle, ou la naissance d'écoles professionnelles qui se municipalisent par la suite. Là-dessus, je vous renvoie aux travaux de Stéphane Laurent. Donc là, je vous ai fait en fait une sorte de chronologie qui permet un petit peu de replacer notre école parmi la création d'autres écoles d'art appliqué et professionnelles de la fin du 19e siècle. Donc on voit qu'on a donc, la naissance de l'école de dessin et de modelage dont Florent nous a parlé en 1864, puis le projet que je vous évoque en 1866 de Collège des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, et très vite, en fait, l'école de la Chambre syndicale de bijouterie fantaisie qui arrive assez prématurément. En tout cas, il y a pas mal d'écoles qui lui succèdent, notamment l'école royale gratuite de dessin, qui va devenir, au moment où elle devient l'école nationale des arts décoratifs, c'est-à-dire en 1877, ainsi que d'autres écoles qui sont présentes dans la chronologie, l'école de dessin Germain-Pilon, la naissance de l'école Estienne, la naissance de l'école du comité des dames en 1897. Donc on voit que l'école de la rue Chapon naît dans un certain contexte. Son arrivée est assez circonstancielle, d'une révolution générale de l'enseignement, où on multiplie les écoles, les institutions professionnelles et les écoles d'art appliqué, en tout cas dédiées à l'enseignement des arts appliqués à l'industrie. On peut se questionner concernant sa pertinence, puisqu'on a quand même déjà l'école de la bijouterie de joaillerie, que comme nous allons le voir, les programmes se ressemblent un petit peu, en tout cas du point de vue des matières enseignées. Mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'elle la concurrence, mais plutôt qu'elle arrive comme un complément, puisque, donc, comme le rappelle Fernand David, alors ministre du Commerce en 1912, en fait, les deux écoles n'agissent pas sur le même domaine, puisqu'elles ne traitent pas avec les mêmes matières premières. En fait, il n'y a tout simplement pas de pierres précieuses dans la bijouterie de fantaisie. C'est bien ce qu'il a c'est bien ce qu'il a défini. Et donc, Fernand David indiquera en 1912 « Vous avez une supériorité par rapport à la bijouterie de luxe, gênée par sa matière première qui l'alourdit. Vous produisez des objets infiniment délicats et variés qui s'en vont jusque dans nos provinces, qui, dans notre Paris de goût raffiné, font les parures des êtres d'une élégance plus fine comme les enfants et jeunes filles. Cette industrie est artistique entre toutes. Elle obéit aux formules d'art les plus pures. La matière première, pour ce qui vous concerne, ne compte pas. » En réalité, ce discours est dit lors d'une distribution solennelle de prix, donc le propos est un petit peu biaisé. Il n'y a pas de question de supériorité, mais plutôt de complétude qui se fait. Cette école propose autre chose, une formation vraiment artistique dédiée à la bijouterie de fantaisie. Ce qui en fait n'est, je crois, pas vraiment un caprice, puisque la bijouterie fantaisie et on ne peut plus le domaine de la création artistique, puisque comme elle n'accorde pas ou peu d'importance à la matière première, cela elle lui laisse plus de place aussi pour la création. Les bijoutiers traitent, comme je vous l'ai dit, avec des matières moins nobles, donc elles doivent créer des modèles originaux, délicats, variés. C'est toujours plus dur de rendre délicat et précieux ce qui ne l'est pas à l'origine, il faut chercher autre part. Et on le voit notamment, ce n'est pas toujours ce qui intéresse, puisque là, par exemple, on a l'expo Quartier des arts de l'islam. Ce qui vraiment intéresse le grand public, c'est le spectaculaire, c'est ce qui brille, donc le diamant, les rubis, les émeraudes. Or, là, ces bijoutiers-là n'ont pas cette plus-value. C'est un petit peu plus compliqué d'en faire un produit artistique, mais c'est tout de même l'intention de l'école. Et ce qu'on constate avec cette école et son bon fonctionnement, c'est qu'on a le passage d'une bijouterie d'invention au sens des techniques, puisque le savoir-faire tournait autour de l'imitation des matières premières. Il fallait que ça ressemble à ces pierres précieuses, à une bijouterie de création, où là, véritablement, on essaye de créer des modèles, en s'inspirant, bien sûr, mais les bijoutiers font preuve davantage de créativité dans leur recherche de modèles. Je me permets d'avancer un petit peu. Donc, je continue dans l'idée de vous montrer que c'est un domaine qui a ses spécificités, du moins, puisque donc, concernant l'usage des matières premières, il a ses propres techniques également. Il utilise des strass, des brillants, des pierres fines. Là, les images que je vous ai montrées, ce sont des dessins de Eugène Petitot, qui sont conservés au musée des arts décoratifs, au cabinet des dessins, et où on peut voir en fait 2 bijoux qui proviennent de sa gamme de bijoux nouveaux qu'il crée dans la seconde moitié du 19e siècle.
qui sont des bijoux de fantaisie avec, là par exemple, on a une monture en or, on a l'utilisation de corail pour le scarabée, et qui répond tout à fait en fait, à la mode de l'époque, un peu l'égyptomanie. Donc, en fait, cela permet de vous montrer. Donc, Eugène Petitot n'a pas fait cette école, mais c'est un bijoutier qui se spécialise dans la bijouterie de fantaisie à la même époque. Comme on a très peu d'images des travaux d'élèves, cela permet un petit peu de voir ce que ça peut donner. En fait, ça peut ressembler à ça. C'est également donc, une bijouterie qui a sa propre clientèle, puisque c'est une gamme qui peut toucher les petites et moyennes bourgeoisies. Cela élargit le port du bijou. Et du point de vue géographique, cela permet de dépasser le Paris raffiné, comme il l'indique dans les citations que j'ai énoncées précédemment, pour l'étendre jusqu'en province. C'est une bijouterie qui fait véritablement le lien entre art et industrie, entre le produit de consommation dicté par la logique commerciale, qui dépend absolument des modes. On le voit par exemple là, je vous ai parlé de l'égyptomanie, c'est tout à fait en lien avec l'ouverture du canal de Suez, par exemple. Et donc qui est vraiment dépendant des événements historiques. Donc autant d'éléments en fait, qui nous permettent de justifier la création de cette école. Et je vais passer à l'administration de cette école afin de comprendre ce qui se passe en son sein. Donc, concernant les principaux acteurs, ils sont tous issus de la profession ou du milieu des arts appliqués. L'organisation de l'école est assez similaire à celle des écoles de l'UCAD, qui fonctionnent en tandem avec une direction partagée entre la présidence de la Chambre, ou du moins de l'Union syndicale, et une équipe pédagogique propre à l'école. Là, vous avez une photographie donc, de Pierre Lardin, qui est le directeur de cette école de bijouterie dans les années 30. Nous n'avons pas plus d'informations puisque je n'ai pas pu avoir accès aux archives de la Chambre syndicale de bijouterie fantaisie, donc de la BOSI, et qui dirigera ensuite l'école Camondo, c'en est le premier directeur. Donc, ce sont souvent des directeurs qui ont des carrières plurielles, à la fois une carrière dans l'enseignement, ils enseignent, donc souvent le dessin ou la décoration, comme Pierre Lardin par exemple. Ils ont aussi une fonction dans l'administration, donc la direction d'école, et presque systématiquement une pratique, voire une carrière artistique de décorateur, d'artiste plasticien. Parmi les directeurs de l'école de la rue Chapon, le premier est Auguste Ninet, prof de dessin, directeur de l'école. Il fait partie des fondateurs, il a participé au projet pédagogique. Nous avons également Charles Chegaray, aussi prof de dessin d'art, qui va participer à l'exposition universelle de 1900 et qui va donner cette impulsion à l'école, qui va lui permettre d'intégrer ce réseau-là. Également parmi les directeurs au XXe siècle, donc, nous avons Gaston Jobé-Duval, formé à l'école des Beaux-Arts, issu d'une famille de peintres, de décorateurs. J'ai eu un petit peu plus d'informations grâce à Victor Jobé-Duval qui nous suit, je crois, qui fait partie finalement de sa famille. Donc, on voit qu'il y a vraiment un lien organique entre la pédagogie, la manière de transmettre et le savoir-faire en lui-même, la pratique à titre personnel, qui paraît essentiel à la direction de ce genre d'école, en tout cas à ce moment-là, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Je vais me concentrer sur donc, ces deux personnalités, Jobé-Duval et Lardin. Concernant Gaston Jobé-Duval, c'est celui qui a le plus œuvré pour l'école, qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans. Il y enseignait. On n'a pas d'informations sur quel cours il y enseignait, quel cours il dispensait, pardon. C'est quelqu'un qui a aussi une carrière dans l'administration. Il est officier de l'instruction publique. Il est décoré par la Légion d'honneur. Il va être également très présent aux différentes expositions. C'est un artiste plasticien admis au Salon des artistes français en 1882. Son père, qui dirigeait lui l'école de dessin Germain Pilon, on voit qu'il y a vraiment un réseau qui se dessine dans la direction de cette école et des écoles, en fait, de manière générale, des écoles d'art appliqué. Concernant Pierre Lardin, il a aussi une carrière dans l'enseignement. Il enseigne aux académies de Valenciennes. Il enseigne également à l'école d'art et de publicité, un cours de décoration et technologie. Il enseigne aussi à l'école de dessin de la rue de Seine. Il a également en parallèle une carrière dans l'administration, puisqu'il est donc directeur de cette école de la rue Chapon, plus ou moins dans les années 30. On sait qu'il est fait prisonnier en 1941 et qu'en 1945, il dirige l'école Camondo, donc le centre d'art et de technique.
Il a dirigé également l'école des arts appliqués de Grenoble de 1955 à 1958, l'école des beaux-arts de Bordeaux de 1958 à 1972. Il est assez actif dans l'ensemble des arts décoratifs. Il est membre des commissions à l'UAD, du jury du CAP Meubles, très présent dans l'activité de la SAD. Et il poursuit en parallèle sa carrière d'artiste décorateur, puisqu'il est miroitier. On retrouve très souvent ses miroirs dans les paquebots de René Proux. Il a travaillé avec Maurice Dufresne pour Louis Cartier. Aujourd'hui, c'est un artiste qui reste coté. Malheureusement, je n'ai pas de formation le concernant, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il y a vraiment des archives sur cette période de direction à la Bossie, mais qui ne m'ont pas été ouvertes, en tout cas pour le moment. Donc, j'espère qu'elles le seront pour Florent à l'avenir. Voilà. On le souhaite vivement. Donc, en tout cas, ce que l'on constate, après avoir retracé un petit peu l'histoire et la chronologie de cette histoire, c'est qu'il y a une certaine évolution. Et on le voit notamment grâce au statut, au nom de l'école, puisqu'on passe de l'école gratuite de dessin et de modelage au collège d'enseignement industriel. Pardon. Paul Piel, toujours directeur président de la Chambre, lors de son discours en 1912, rappelle que le cours de dessin est essentiel puisque la pratique du dessin, qui est techniquement la base du métier, leur fait presque totalement défaut à l'atelier du fabricant. La connaissance progressive du dessin éveille chez l'enfant le goût pour la valeur artistique de la forme. Elle développe son intelligence et complète utilement l'instruction professionnelle qu'il reçoit d'autre part chez son patron. Cette petite citation de Paul Piel me permet de conforter cette idée d'école de perfectionnement qui arrive en complément à une pratique en atelier. Et aussi une école, donc puisqu'elle complète la pratique, qui attribue une importance toute particulière au dessin dans la formation, qui est vraiment donc le vecteur entre le penser et le faire, la conception et la réalisation effective. Ce qui explique que dans cette école, on a un dénombrement des cours de dessin assez spécifiques, puisque à l'école de la rue Chapon, on a des cours de dessin géométrique, des cours de dessin d'imitation, avec des reproductions de modèles en dessin 2D, également des cours de dessin d'après la bosse, des cours de dessin d'après la plante et la flore, ce qui est aussi assez circonstanciel, ça nous fait tout à fait penser à l'Art Nouveau, des cours de dessin d'ornement. En tout cas, les cours de dessin sont véritablement ce qui occupe le plus dans l'enseignement de cette école, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment le dessin et le vecteur dans ces formations d'arts appliqués, c'est une certitude. Mais on peut voir aussi cela comme une forme de discours, puisque c'est toujours une manière de se rattacher aux beaux-arts, une manière de se rattacher aux formations plus classiques et plus académiques, du moins. Cela se constate tout au long de l'histoire de cette école, puisque même lorsqu'elle est au 8 rue de Montmorency, les années 1970, la d'administration en 1974 fait une demande pour avoir disons qu'elle propose un tronc commun comprenant davantage de cours de dessin d'art. Donc on essaye toujours de rajouter plus de cours de dessin et surtout elle propose un tronc commun avec l'école de la rue du Louvre. Malheureusement cela sera refusé puisque l'école est entièrement administrée par le rectorat, donc les horaires sont fixés par arrêt ministériel et on n'a plus cette mainmise sur les programmes comme lorsque c'était une école juste syndicale où là la direction revenait à la chambre. Donc, comme je vous l'ai dit, le dessin se présente aussi comme une forme d'argument, une manière de se rattacher à la tradition. Cela se voit par son nom, école gratuite professionnelle de dessin et de modelage. Pardon, j'ai plus forcément besoin des images. Voilà. Donc, on le voit avec l'évolution de ces noms. On passe en 1898, donc elle ne s'appelle plus école de dessin et de modelage, mais plutôt école professionnelle, qui axe vraiment sur cet aspect-là. Puis, en 1960, elle prend le nom de collège de bijouterie d'art et de fantaisie. Et enfin, comme je vous l'ai très brièvement évoqué tout à l'heure, elle devient, lorsqu'elle renaît dans les années 60, le lycée public mixte de la bijouterie Nicolas Flamel, qui est désormais complètement sous l'égide de l'État. Il n'y a plus du tout rapport au syndicat et qui va être aspiré par l'école Boulle, puisque ce n'en était qu'une antenne finalement, et qui correspondrait aujourd'hui
au CAP qui est dispensé à l'école 2, bien qu'il soit maintenant plus du tout spécialisé en bijouterie de fantaisie, mais plutôt la bijouterie de manière plus générale. C'est un CAP art du bijou. Donc pour poursuivre dans cette idée de constitution d'un réseau qui comprend de manière plus générale les arts appliqués, on voit qu'on a de toute manière une proximité entre le bijoutier et les artistes décorateurs. On le voit par la direction par Pierre Lardin, qui est alors décorateur et qui dirige une école de bijoux. Du point de vue de la formation, ils sont formés dans les mêmes écoles. Également, donc, dans les formations qu'on leur dispense, les programmes sont assez similaires. On a toujours la présence du dessin. Ils participent aux mêmes expositions, aux mêmes salons. Les membres de la chambre syndicale de la bijouterie de fantaisie participent au salon des arts ménagers, aux expos internationales, aux expos universelles. On a également la présence de bijoutiers, membres de cette chambre dans le cadre de l'UAM, de la SAD, ce qui me permet d'élargir mon propos en fait, à la formation dans les écoles d'art appliqué hyper spécialisées qui naissent fin 19e et au cours du 20e siècle. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un lien organique entre tout cela, qui est une sorte de corrélation que l'on ne fait que constater finalement, et qui m'a poussé à prendre l'exemple de l'école de la rue Chapon comme une sorte d'école représentative qui fonctionne assez bien et qui fait vraiment le lien entre art et industrie, et qui arrive quand même assez tôt dans la chronologie, donc ce qui peut être compris comme, que l'on peut en tout cas prendre comme une sorte de modèle, voilà. Qui fait naître véritablement une pédagogie, puisqu'avant la transmission des savoir-faire n'était pas du tout celle-ci, c'était vraiment une transmission orale. Là, on a des méthodes d'enseignement qui se mettent en place, qui sont spécifiques à la formation et qui participent à la professionnalisation et à l'institutionnalisation de la transmission des savoir-faire. Voilà, donc si je peux conclure, l'école de la rue Chapon, je crois, fait partie de ces écoles de dessin appliquées à une industrie bien précise, ici la bijouterie de fantaisie et d'imitation, en proposant un enseignement pluriel, faisant converger le penser et le faire, donné dans un cadre bien circonscrit par des professeurs. Elle apparaît comme un modèle, donnant une idée précise des objectifs et des enjeux auxquels font face la plupart des écoles d'art appliqué et des écoles professionnelles de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. En proposant cette formation, la Chambre syndicale apporte une pierre à l'édifice que constitue le phénomène d'institutionnalisation de la transmission des savoir-faire qui touche les métiers d'art à la fin du 19e siècle. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Manon, merci beaucoup. Bertrand, vous disais ? Oui. Merci beaucoup. Alors, pour nous, ça nous fait avancer sur l'histoire de l'école, parce qu'on se demandait bien effectivement initialement ce qu'était cette école de bijouterie fantaisie, puisque c'était la seule chose qu'on avait concernant la carrière de Lardin avant-guerre. Voilà. Et puis d'un coup, le défi, c'était quand tu as proposé de travailler dessus, d'essayer de remonter le fil, puisque effectivement, tu fais ton master sur la production de bijouterie au 19e et début du 20e siècle. Donc, c'était un défi, c'est-à-dire est-ce qu'on allait trouver des choses. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dès qu'on tire les fils, ça vient, les documents arrivent, parce qu'il y a quand même des publications, très peu, mais finalement, on voit bien qu'entre le travail de Florent et le tien, vous avez le même type de documents. Les concours, alors les documents de fondation, là, on ne les a pas sur l'école de la rue Chapon. Enfin, on en a en partie, mais postérieure, en fait, à sa fondation. Et ça, c'est très intéressant. Et alors, effectivement, le passage, moi, qui me fascine, là, c'est comment ce type Lardin, qui est décorateur, miroitier, passe d'une école de bijouterie à une école de dessin, une école des beaux-arts ou de dessin et de modelage à Valenciennes, et termine comme patron du CAT, où il va former des décorateurs, mais alors toujours dans une école de perfectionnement. C'est un peu quand même l'idée. Alors, le perfectionnement, apparemment, c'est une terminologie qui change de sens avec le temps. Manifestement, vous êtes plus, vous, dans des écoles d'apprentissage, c'est-à-dire, c'est presque ce qu'on appellerait de l'alternance aujourd'hui, alors que l'école de perfectionnement du CAT en 1944, c'est 2 ans après une première formation. Et 2 ans après, en fait, en 1944, très clairement, c'est les étudiants de l'ENSAD qui veulent vampiriser et faire venir pour former des collaborateurs compétents pour les maisons de décoration. Je trouve que dans alors moi, j'ai quand même découvert un monde, c'est-à-dire
la différence qui est évidente, je suppose pour vous, mais pour moi, ça ne l'était pas, entre la bijouterie joaillerie et la bijouterie de fantaisie. C'est que d'un coup, il y a un monde qui s'est ouvert au 19e siècle avec le faux. euh, et le faux dans toutes ses formes, c'est-à-dire qu'effectivement, et alors, je trouve assez intéressant dans ce que tu évoques là, c'est le rapport, alors à des technologies, à des nouveaux matériaux, voire à de l'industrie. Tout à l'heure, on parlait de galvanoplastie, tous ces aspects-là, en tout cas toutes ces nouvelles technologies, qui, alors, du coup, c'est plus une remarque qu'une question, et ça fera peut-être réagir les autres auditeurs, mais sur les bijoux, je trouve assez pertinent les bijoux de poilus qui sont tous en fait faits à partir de laiton, de cuivre, de douille de balle, on connaît tout cela, et qui évidemment sont faits par des artisans généralement qui ne sont pas des bijoutiers, ou certains le sont, mais d'autres ne le sont pas. Ce sont des ferblantiers, ce sont des gens, des bricoleurs parfois tout simplement, et que là, ils vont utiliser effectivement des matériaux de l'industrie, pour le coup de l'industrie lourde et violente, celle de la guerre, pour produire des bijoux, ce qui est assez étonnant parce que la question comment dire, des écoles d'apprentis pour mutilés de guerre, elle est générale en fait. Toutes les écoles vont s'y mettre à partir de 18 et c'est un véritable mouvement. Je ne sais plus C'est le seul moyen pour réouvrir. Oui, qui a travaillé récemment. Je ne sais pas si Stéphane Laurent en parle, je crois. Et on a un chercheur qui travaillait là-dessus. D'un coup, mon cerveau ne fonctionne plus. Mais en tout cas, il y a une vraie pertinence par rapport à la notion de bijoux de fantaisie. Voilà. Là aussi, moi, sur la question des modèles, ça me renvoie, puisque ces deux écoles, quand même, ont le même intitulé, comme toutes les écoles municipales, les écoles de dessin et de modelage. Moi, j'ai quand même une question sur les modèles, parce que le modelage et les modèles, enfin, tu as essayé de creuser ça? Enfin, c'est- c'est- J'ai essayé de creuser, eh bien, par rapport à l'étymologie du mot, un petit peu. En fait, on avait vu que le cours de modelage, pardon, c'est un cours où on tente de reproduire à partir d'une matière malléable, de reproduire des modèles. Après, est-ce que pour autant il y a un lien avec la création de modèles? C'est plus une question qu'une affirmation. Je pense qu'il faudrait creuser dans les programmes et dans ce à quoi ça correspond vraiment. Je ne sais pas si quelqu'un a... a un avis ou un intérêt pour la chose. Moi, je lance ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que les, les- les concepteurs d'objets, de meubles, on les appelait des créateurs de modèles. Le cœur de la machine pédagogique, c'est le dessin et le modelage. Et le modelage, pour faire effectivement par manipulation des bosses, des ronds de bosses, qui peuvent servir effectivement après au passage au moule. Enfin, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais c'est quand même la base de l'industrie. Et donc, on a là quelque chose quand même qui est assez intéressant. Et pendant très longtemps, ce qu'on appellera le design au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle, on appelait ça la création de modèles. Et on voit que le modelage est quand même au cœur de la machine. Alors, sans faire de choses abusives, mais je repensais à ce que nous racontait Ouais. Laure Chaban la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, mais je pense toujours à je ne sais plus qui citait ça, mais Michel-Ange, sa première œuvre d'architecture, c'est la Laurentienne, c'est une œuvre d'architecture intérieure, mais je ne sais pas si c'est pas avec Vincent qu'on en parlait, euh, et qu'il a très probablement travaillé par le biais du modelage, par la terre. C'est-à-dire qu'il fait une maquette en terre avant toute chose. Il y a vraiment quelque chose là d'intéressant entre cette action du modelage et puis le modèle lui-même en tant qu'élément fondateur et fondamental de l'industrie. Voilà. Mais je ne sais pas si Laure, tu voulais réagir. Non, j'avais juste laissé mon micro ouvert sans faire attention. Ok. Mais c'est pareil, ça m'a fait penser, oui, le modelage, ça m'a tout à fait pensé à ce que disait Laure Chabani la dernière fois. L'importance du modèle modelé. Je pense tout à l'heure, je la voyais, peut-être qu'elle pourra en parler mieux que nous, mais de faire ce parallèle. Est-ce que Florent, des remarques? En fait, c'est vrai que ça implique le modelage implique deux notions. J'ai l'impression il y a en effet le modelage en tant que reproduction des modèles passés. Et c'est là où ça rejoint aussi le fait que
qu'est-ce qui reproduisent des modèles, des académies, des choses plus attachées à l'école des beaux-arts, ou alors ils reproduisent des modèles de bijouterie, on en parlait, mais il y a le modelage en tant que tel qui fait partie du processus en effet, de réalisation d'un bijou, c'est-à-dire qu'à partir d'une création dessinée, on passe ensuite au volume en 3D parce que ensuite cet objet, enfin l'objet qu'on va faire va être en 3D, donc en fait on fait une espèce d'enquête technique aussi à travers ce volume 3D et de savoir si du coup le modèle pensé, dessiné est réalisable ensuite dans le métal. Et là, dans le métal, vous parlez de la fonte, du coulage, du moule, modèle, en orfèvrerie, entre autres, c'est essentiel. Ou en métal, voilà, en or, en argent, directement dans la masse. Vincent? Est-ce que la bijouterie de fantaisie correspond à ce qu'on appelait à l'époque les articles de Paris? Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, les matières, c'est quoi? C'est du ruol, c'est du bonbonne, c'est des choses. Ce sont des matières premières qui ne sont pas précieuses, mais ils peuvent très bien quand même utiliser aussi de l'or ou. Enfin, c'est juste qu'il n'y a pas de pierres précieuses, en tout cas, véritablement. Voilà, ce sont des pierres fausses, puisqu'au XIXe siècle, on parlait de bijouterie d'imitation plus que de bijouterie de fantaisie. Puis après, on a trouvé le terme un petit peu péjoratif, donc on a fait évoluer la question. Mais en fait, c'était une question technique où on imitait les belles matières premières, disons, dans un souci d'économie des matériaux. À ce propos, il y a une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Parole. C'est l'histoire. C'est pour le bal à la préfecture, une femme qui ont emprunté son ami mariage aux agents. Elle fait à la rivière, donc sa famille se saigne au Québec pour pouvoir payer et rendre le sa famille. Et laquelle, 2 jours après, la police, c'était que ça n'était plus vert, c'était C'est amusant le passage d'imitation à fantaisie, c'est du marketing, c'est du marketing commercial. Oui, il y a quand même différents types de bijouterie de fantaisie, parce qu'il y a ceux qui imitent véritablement les matières, où là, c'est vraiment totalement de la fantaisie. Et par exemple, le bijoutier sur lequel je travaille, Eugène Petitot, qui lui est de base bijoutier joaillier, donc il fait très bien des grandes parures de joaillerie pour la duchesse de Mouchy ou pour la reine d'Espagne, et à côté, développe une activité, en fait, c'est assez circonstanciel, c'est propre à la seconde moitié du 19e siècle, il développe une activité de bijouterie dite de fantaisie. Lui, il appelle même ça, dans les publicités, les bijoux nouveaux. C'est une manière de dire, voilà, cette fois-ci, c'est un bon rapport, mais qualité-prix. Ça reste quelque chose de qualité. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là de bracelet avec un motif de scarabée. C'est qu'ils en parlent dans les périodiques de l'époque. Ce sont des bijoux avec une qualité quand même un petit peu assez certaine, mais pas, qui n'utilisent pas une matière précieuse, en tout cas. On voit les modèles faits par les élèves. En fait, c'est des estampages. Oui. Et qui suivent souvent les modes. Là, c'était l'Égypte, mais alors lui, il imite les motifs algériens, les motifs égyptiens. Enfin, à chaque fois, ça dépend vraiment des événements historiques, finalement, et de ce qu'ils découvrent. Parce que les elfes, la fin de figure, oui. C'est toujours produit. Oui. Ça se fait toujours. Et les archives, on en parle ou pas? Donc, du coup, c'est une fin de non-recevoir. Les archives de la Chambre syndicale de bijouterie de fantaisie, donc avec Florent, on avait réussi à les contacter et on devait aller les voir, sauf que finalement, ils se sont rétractés parce que les archives sont uniquement utilisées pour un usage interne, notamment pour l'organisation de leur salon annuel, mais ils ne veulent pas spécialement les ouvrir aux chercheurs. Voilà. Pour des raisons non connues, mais ce qui arrive assez souvent finalement dans les archives pour des chambres comme ça qui continuent d'exister, enfin des archives presque vivantes en fait, qui sont toujours utilisées. Mais qui remontent au 19e siècle. Mais qui remontent au 19e siècle, oui, bien sûr. En tout cas, ils ont des choses concernant le tout début du 20e siècle, puisqu'ils m'ont vraiment nommé des cartons. Donc, on sait qu'il y a des choses, mais qui leur sont réservées pour l'instant. Et Fanny, sur les archives, donc, tu as remis ton micro, non? Que dire? Non, j'ai pas malheureusement plus d'informations que vous pour le moment. Voilà. On évoquait réagir le fait, ce qui a été évoqué sur cette question de
est-ce que dans la question du bijou fantaisie, il y a aussi cette question de l'imitation? Parce qu'en fait, on travaille actuellement sur un fonds qui est celui de la Fédération de la haute couture, donc qui regroupe les chambres syndicales, diverses chambres syndicales dans le domaine de la mode. Et il se trouve que ça a été vraiment un enjeu autour de l'appellation haute couture, de distinguer en fait les créateurs qui faisaient preuve on va dire, d'une originalité de création avec un niveau de qualité élevé, et des couturiers au sens plus courant du terme, et ça a été vraiment structurant en fait pour la chambre, au point que depuis que l'appellation haute couture est réglementée par un décret de 45, c'est une des principales activités de la structure d'accorder ou non cette appellation, de contrôler qu'elle n'est pas usurpée, et même pendant assez longtemps, de pister les couturiers qui imitent les modèles, avec des gens qui se rendaient incognito chez ces couturiers, voir s'ils ne présentaient pas des modèles copiés sur, avec éventuellement des poursuites en contrefaçon qui étaient lancées. Donc on sort un peu de la question de l'école, mais ça m'intéresserait de savoir si ça va jusque-là, cette notion de il nous manque visuel, puisque j'aimerais bien, l'idéal serait de pouvoir voir ce que produisaient les élèves, plus que 2 petites images que j'ai pu obtenir. Mais sinon, cette question d'ajouter le terme haute devant, on le retrouve effectivement dans la bijouterie fantasy, en tout cas pour celle que je connais au 19e siècle, puisque, encore une fois, Eugène Petitot se présente comme un bijoutier faisant de la haute fantaisie. Donc, lui, il le place carrément devant le terme de fantaisie. C'est pour dire à quel point c'est. Par contre, c'est pas de la haute joaillerie, c'est de la haute fantaisie. La haute fantaisie, c'est pas mal. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs formes de bijouterie de fantaisie, quand même, et que c'est vraiment un secteur qui se structure. Et dès qu'on parle de modèle, effectivement, du coup, se pose la question, et c'est peut-être une des raisons, je ne sais pas, hein, de la fermeture là, des archives ou de leur non-accessibilité, enfin, voilà, mais la question de la copie et de la contrefaçon, là, c'est ce que tu dis, Stéphanie. Oui, c'est un des ensembles qui est sensible dans dans nos discussions avec la Fédération de la haute couture pour la question de l'accès. Effectivement, ils ont accepté de confier leurs archives au MAD, mais quand même avec des restrictions de communication, etc. Parce que voilà, c'est une façon aussi d'exclure un certain nombre de gens de ce périmètre. Alors parfois, on voit des dossiers, parce qu'on traite le fond, c'est clairement de la copie, hein, je veux dire, faut pas non plus. Mais bon, c'est aussi un moyen de faire un peu le ménage, on a l'impression à certaines périodes. Donc voilà, c'était un élément de comparaison avec d'autres fonds. C'est très important, je pense, quant à la notion de modèle. Moi, je me souviens quand j'ai travaillé pour la Manufacture Saint-Louis, le trésor de guerre, c'était pour les modèles. C'était Tout à fait. Véritablement. Bien sûr. Ça, c'était sous clé surveillée, alors que tout le reste, les plans de bâtiments, tout ça était en vrac dans la cave, voilà, à l'époque en tout cas. Depuis, ça a été rangé et déplacé. Mais les modèles, et puis les réalisations, alors les modèles en vrai, les modèles dessinés, et puis les modèles qui sont quelque part dans la manufacture, dans une pièce. On avait conduit des étudiants avec, évidemment, engagement du plus grand secret, puisque tout ça est à un endroit spécifique où il y a toute la collection de Saint-Louis depuis le XVIIIe siècle, avec toutes les formes qui ont été produites par la manufacture. Et effectivement, la grande question, c'est celle de la copie. C'est vrai que c'est peut-être une raison de la fermeture. Comme vous le dites, ça paraît assez logique. C'est que encore aujourd'hui, la chambre est active et puis ils ont un salon chaque année. Donc peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas trop envie, si jamais ils ont des modèles ou des choses assez visuelles, de les partager. Donc ça paraît assez logique. Ouais. L'idée, ce serait au moins de pouvoir voir ce qui est document papier, vraiment. Oui, parce qu'on peut les regarder sans forcément les copier. Enfin, je veux dire, je pense que quand on est sur des archives du 19e, c'est pas tout à fait la même problématique que sur des maisons de couture des années 50. Quoi. Enfin, tout à fait la même problématique.
Moi, j'avais une autre question en liaison avec ce qui nous avait été présenté des archives de l'école Camondo, où on avait vu, je crois que c'était une lettre qui laissait comprendre qu'il y avait des réseaux de placement en fait, des élèves. Est-ce que c'est quelque chose que l'un et l'autre, vous avez déjà identifié? On s'éloigne un peu des questions autour du modèle, mais c'était un sujet qui m'intéressait dans vos thèmes respectifs. Je préfère répondre à la question. Les réseaux de placement, est-ce qu'en fait, il y Ah a… oui, Tu sais, quand on avait vu, il y avait une lettre, je crois que c'était avec l'ORTF, où il y avait visiblement une filière de placement des élèves pour aller créer des décors pour les plateaux de l'ORTF. Donc, je me demandais si, à la sortie de l'école, tous ces gens qui étaient formés selon des besoins qui étaient ceux des ateliers, on vous aviez déjà repéré, mais c'est peut-être un peu tôt, et puis c'est pas au cœur de votre sujet, non, sans doute, des filières comme ça de placement un peu systématique. Je trouve ça intéressant de voir comment ces écoles qui émergent quand même de l'initiative professionnels, des employeurs, voilà, comment ça s'articule après avec l'embauche ou pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez des infos. Pour ma part, pour l'école de la rue Chapon, peut-être que je l'ai évoqué un peu rapidement, mais oui, à la fin, lors de la remise des prix à la toute fin du concours concours de fin d'année, il y a la mise en place d'un tableau de demande et offre d'emploi à la disposition des élèves. Donc, qui est affiché à 2 endroits différents. D'ailleurs, j'avais même trouvé les adresses où véritablement on a des listes de maisons qui proposent des postes. Donc, je pense que pour la logique du placement. Ils sont apprentis aussi, donc ils sont déjà embauchés dans les deux cas. Hein. Ils sont déjà. Ils sont dans des maisons. Et ça, on le voit aussi dans, pareil, la distribution des prix. Dans ces documents-là, on voit que à chaque fois, quand ils gagnent un prix, ils sont affiliés à une maison. Donc, c'est que déjà, à côté, eux, ils travaillent dans une maison. Et potentiellement, après, on leur met en tout cas une liste, oui, de… C'est la rue Chapon, c'était des cours du soir. Oui. Ça me rappelle beaucoup, moi, le fonctionnement encore actuel des compagnons qui ont des cours théoriques le soir, pendant que la journée, ils sont à l'établi, au four. Ils bossent véritablement avec des systèmes d'apprentissage et d'enseignement le reste de la soirée et de la journée. D'avoir donné des cours d'histoire de Paris à des malheureux apprentis boulangers qui tombaient de sommeil à 8 heures du soir. Enfin, c'était très, très, assez impressionnant. Ouais. À la chambre de la BJO, ils mettent en place la même chose pour la rue Chapon. Ouais. Alors, c'est pas au niveau des concours, mais ils mettent en place très rapidement on le lit dans les PV, et très rapidement, ils mettent en place en effet un livre. Bon, moi, j'ai à nouveau plus de son. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais on ne vous entend plus. Je suis désolée. Pardon. Le son était coupé, pardon. Oui, on se disait que Florent signalait qu'il y avait des registres d'offres d'emploi et de demandes en fait de propositions. Donc il y a bien dans ces écoles on centralise des offres et des demandes d'emploi, des offres et des recherches. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde la salle comble que vous ne pouvez pas voir, mais qui est pleine. Plus de questions de l'autre côté du miroir? Bon, on peut peut-être couper là. En tout cas, moi, je suis très content parce que c'était effectivement extrêmement enrichissant et très complémentaire, en fait, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ça permet de faire le lien. C'est quand même assez étonnant la chronologie. Alors, je ne sais pas si c'est une idée comme ça que mettait tout à l'heure en valeur Manon, mais sur
le côté très anticipateur de ces, enfin, très précoce en tout cas, pardon, de ces écoles, 64, hein, c'est ça, 68. Donc, et là, la Bossy, 73, 72. La réorganisation de la petite école, 77. Donc, on est vraiment. Et avant l'école de la chambre syndicale des tapissiers, enfin l'école Boulle. Donc, très longtemps avant. Et tout ça, il y a une espèce comme ça de précocité du côté de l'orfèvrerie. Alors, parce que c'est une industrie très, très active, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez intéressant là, dans la spécialisation. Et ça nous fait un peu avancer par rapport à notre sujet global sur la pédagogie et la transmission. Donc, peut-être d'annoncer, Stéphanie, alors la prochaine séance aura lieu en février, ce sera le 11 février, sauf erreur de ma part. On continuera, donc le programme est en cours d'élaboration, mais on continuera ce voyage à travers l'enseignement, la pédagogie, la transmission autour des musées, des écoles et des bibliothèques. Jusqu'à la fin de l'année, il y aura très certainement 3 séances au cours du 2e semestre qui nous conduiront, comme l'année dernière d'ailleurs, à évoquer, je pense, en fin de parcours, des choses plus contemporaines, des expériences actuelles, pour faire évidemment le parallèle avec l'actualité et la contemporanéité. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je voulais remercier Florent et Manon d'avoir partagé l'état d'avancement de leur travail, parce que c'est assez tôt quand même encore dans l'avancement. Donc, merci de votre confiance. Tout le monde ne se serait pas jeté à l'eau de cette manière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on ne peut pas dire au revoir aux trolls puisqu'on les a injectés, mais sinon, effectivement, c'était une expérience. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir, à bientôt. Merci. À bientôt. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. À bientôt, Laure. À bientôt, Stéphanie.